Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Et aujourd'hui, je reçois François Bégodeau de nouveau pour parler, comme à mon habitude, de son avant-dernier livre, qui donc se trouve être Psychologie. Et pour commencer, alors première question qui va être un petit peu bateau, François, mais j'aurais bien aimé que tu me décrives ce livre, parce que on en a un petit peu parlé hors antenne, il a une forme particulière. Moi, quand j'en parlais, et d'ailleurs j'en parlais avec Jocelyn qui m'a aidé à écrire les questions, Jocelyn Bousquet, que je remercie, et quand on en parlait ensemble, on ne savait pas forcément comment décrire sa structure, parce que quelque part, il présente pas des nouvelles, c'est pas vraiment des nouvelles, mais en même temps qui ont un format qui ont une taille qui approche la nouvelle. Toi, tu parlais de texte fragmentaire, qu'est-ce que c'est comment tu décris ce livre? Est-ce que c'est un essai? Voilà, comment tu le présenterais? Ouais, si on envisage grossièrement la chose, on va dire que c'est un essai, c'est pour aller vite, quoi. Et après, effectivement, c'est un essai qui procède par fragments autonomes, en tout cas qui se présente comme autonome. C'est-à-dire, en gros, il doit y avoir 25 thèses qui font tous à peu près 8, 9, 10 pages, qui sont autonomes, qu'on peut lire vraiment à part. Il n'y a pas une espèce de suite ou de consécution. Voilà, chose que j'avais déjà faite dans Boniment chez le même auditeur quelques années plus tôt. Bon, après, j'ai quand même soigné beaucoup l'ordre des textes et aussi, il me semble qu'il y a une certaine continuité, il y a des choses qui reviennent, enfin, se construit quand même peu à peu à travers des études de cas très différents sur lesquels on va revenir, une réflexion sur qu'est-ce que c'est que d'appartenir à un corps social finalement, je veux dire, et d'en être traversé jusque dans sa psyché, d'où le titre. Donc je pense qu'on peut le lire quand même comme une totalité. Après, je pense que ce qui peut troubler peut-être davantage que la structure fragmentaire, parce que ça, à la rigueur, dans l'essai, c'est des choses qui se font, Mhm. c'est plutôt ce que je vais appeler peut-être prétentieusement le style. Mhm. J'ai ma manière à moi, que j'ai un peu développée dans mes essais, que j'ai un peu radicalisée ici, à savoir que je vais beaucoup me mettre en scène, je vais beaucoup m'auto-analyser, et je vais beaucoup en passer par le récit. C'est-à-dire que souvent, je pars de situations que je décris, que je raconte, que j'analyse, évidemment. Hein. C'est une espèce de narratif analytique Mhm. ou de l'analyse narrativisée. Bon, ça, je pense que c'est un peu ma manière à moi, parce que c'est ma façon à moi de penser en situation, ce qui est vraiment la seule façon que j'ai de penser, enfin celle où je me sens le plus performant, voire même, enfin en tout cas, je me sens le moins indigent. Mhm. Parce que l'abstraction pure, j'y brille pas beaucoup. Donc je pense que c'est plutôt ça qui fait qu'on a affaire à un essai d'une facture un peu particulière. Mais à la rigueur, je pense que l'histoire de ta bêtise était aussi un essai d'une facture un peu particulière de par le tutoiement, Mhm. l'interpellation d'un bourgeois à la fois générique et particulier, la convocation toujours de choses extrêmement autobiographiques, personnelles, vécues. Voilà. Bon, après, cela dit, on trouverait dans l'histoire plein d'essais, ne serait-ce que les grands essais paradigmatiques et matriciels de Montaigne, Mhm. c'était quand même une analyse de soi-même. Donc finalement, Mhm. je dirais de Montaigne à moi, il y a une espèce de continuité. Voilà. Ok, très bien. Alors, il y a quelque chose qui a déjà été évoqué dans d'autres interviews, mais qui me paraissait quand même intéressant à redire, c'est un peu la seule chose. Dans Psychologie, ta démarche a quelque chose d'assez... Alors, dans d'autres interviews, tu as évoqué Spinoza, et il y a effectivement un lien qu'on peut faire avec Spinoza dans cette euh, façon que tu as d'interroger euh, pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Mais moi, je pense qu'on peut faire d'autres parallèles que celui-là. Il y a aussi quelque chose de très stoïcien, je trouve, en ce sens que la philosophie des stoïciens, alors là, c'est pas mes mots, mais il se trouve que j'ai interviewé Maxime Robert il y a quelques temps, qui est un spécialiste notamment de Sénèque, et qui me disait un truc que je trouve très intéressant, qui est que, contrairement à ce que pensent les droitards, pour le dire de manière un petit peu caricaturale, le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'endurcissement, mais de la prise de conscience. Tu vois, et en ce sens-là, je trouve que dans psychologie, il y a quelque chose d'assez similaire aussi. C'est-à-dire que voilà, tu es dans des situations sociales, ou bien tu imagines des scénarios, ou bien tu es confronté à quelque chose à la télévision, peu importe, qui va te faire ressentir des choses, et tu interroges ce que tu ressens. Tu vois, il y a ce recul, voilà, il y a cette prise de conscience. Voilà, je ressens ça, pourquoi je ressens ce que je ressens? Quelles influences, toi, t'ont mené à ça? Est-ce qu'il y a une continuité philosophique? Tu vois, d'où ça vient, cette Écoute, tendance? des stoïciens, je ne connais que des banalités, donc si tu le dis, je te crois, mais moi, je ne pourrais pas vraiment étoffer cette intuition que tu peux avoir. Je me souviens que quand j'avais sorti mon premier roman qui s'appelait Jouer juste, un ami très philosophe, enfin, qui était lui-même maître de conf en philosophie, spécialiste de Platon et de Mm. la pensée grecque en général, m'avait dit c'est vraiment un livre absolument stoïcien. Bon, bah, c'est tout ce que je peux dire. Donc, peut-être qu'il y a une continuité stoïcienne dans mon œuvre, Mm. mais je ne saurais pas moi-même exactement te dire. Moi, je pense que ce que tu attribues en l'occurrence aux stoïciens, je l'attribue à tout penseur digne de ce nom.
En tout cas, à tous les penseurs qui, moi, m'intéressent, dont la passion je veux dire, constitutive, exclusive, opiniâtre, est d'élucider. Alors, en l'occurrence, élucider des affects, par exemple, élucider des sensations, élucider des sentiments, des choses qui me traversent, qui nous traversent. Je ressens quelque chose, par exemple, devant une émission de télé, j'essaie d'étudier ces sensations. Tu appelleras ça prise de conscience, je sais pas, les mettre un peu au jour, les faire advenir à la parole, au verbe et à l'analyse, puisque avec ce pari comment dire, que les sentimentalistes approximatifs ne peuvent pas comprendre, à savoir que dans notre vie affective, il y a tout un tas de choses quand même dont on peut ressaisir la logique. Ça ne veut pas dire tout. Peut-être qu'il y a des choses qui échappent à la logique. Peut-être qu'il y a des affects aberrants et qui donc désarment l'analyse. Moi, je fais le pari, après plein d'autres, mais je pense que c'est toujours un peu le pari de la pensée, de dire qu'il y a quand même une logique au travail dans la petite chose que tu viens de ressentir en croisant dans la rue telle personne ou en voyant un homme politique à la télé ou voilà, et autres situations desquelles je pars. Bon, le pari, c'est ça, c'est l'élucidation avec ce truc sur lequel j'insiste toujours et qui serait plutôt, alors on va dire dans une filiation nietzschéenne, quoi, mais presque de façon la plus bête qui soit, à savoir exercer par le texte la joie de l'élucidation. Ça, c'est quelque chose que vraiment que je pose toujours au milieu de mes textes, en tout cas de ce genre de textes-là, les textes analytiques, c'est que c'est de la joie au travail. Il y a une joie, il y a l'élucidation comme fin en soi. Ce qui fait qu'effectivement, la question de savoir à quoi ça peut servir, je pense que chez les stoïciens, par exemple, mais chez tant d'autres sages, il y a l'idée qu'à partir du moment où je prends conscience de quelque chose, je peux donc m'en déprendre. Il me semble qu'il y a quand même un peu ça, en tout cas ce que je comprends lointainement des stoïciens. Ça, j'en suis pas complètement convaincu. En beau spinoziste, là, pour le coup. C'est pas parce que vous prenez conscience de quelque chose que vous vous en libérez. C'est pas parce que vous arrivez à élucider un affect que vous allez en être moins affecté. Y compris d'ailleurs quand il s'agit de passion triste. On peut... Alors, du coup, à quoi bon ? Pour la joie de l'élucidation et peut-être éventuellement la joie du lecteur ou de la lectrice qui me suivra dans ces aventures de l'élucidation. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de spinoziste dans la joie que tu décris aussi, qui est effectivement une joie intellectuelle qui peut se rapprocher de Spinoza. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait aussi quelque chose de... Alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais tu vas me dire, est-ce qu'il y a quelque chose de psychanalytique aussi dans cette tendance ou pas du tout? La psychanalyse, c'est pas une... Moi, la psychanalyse, si tu veux, m'a toujours intéressé, mais comme à peu près tous les courants de pensée, ou les courants philosophiques, ou en l'occurrence les courants psychiatriques, ou les courants thérapeutiques, enfin, je ne sais pas comment appeler la psychanalyse exactement, tout ça m'intéresse au sens où moi, j'inscris la psychanalyse comme un des moments ou une des modalités possibles de l'élucidation psychologique. Je veux dire, à chaque fois qu'on dit « Oh là là, comment dire, il a des problèmes avec son père, c'est psychanalytique ». Non, c'est psychologique. Et il se trouve que la psychanalyse a œuvré à développer un peu cette affaire de rapport à papa, à maman, à la scène oedipienne, etc. Mais non, pour moi, c'est de la psychologie. Et la psychologie n'a pas attendu la psychanalyse. Donc, elle est un moment brillant, brillantissime. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de génial chez Freud, avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur Freud, qui sont bien connues, qui peuvent être politiques, éthiques, tout ce qu'on veut, et y compris d'ailleurs épistémologiques. Enfin, je veux dire, moi, je ne rentrerai pas dans ce genre de débat. Ce que je sais, c'est qu'il y a des éléments d'élucidation chez Freud qui m'intéressent, chez Freud et ses successeurs. Donc oui, je pense qu'il faut faire feu de tout bois quand on veut élucider. Tous les paradigmes sont bons à prendre, on les essaye, quoi. On essaye des petits outils. Si la psychanalyse m'offre quelques outils qui me paraissent opportuns pour telle ou telle élucidation, alors ça va revenir, avec encore une fois la connaissance toujours un peu approximative que j'en ai. Oui, effectivement, je pense qu'il faut quand même le dire, notamment l'aspect méthodologique de la psychanalyse est très contesté par les professionnels du milieu aujourd'hui. Je le dis aussi parce que sinon on va me reprendre, je le sais, les gens que je connais qui sont dans ces milieux-là ne manqueraient pas de me le dire. Alors pour poursuivre, je voulais qu'on s'intéresse maintenant un petit peu peut-être plus en détail à certains fragments, en commençant par deux fragments alors si on appelle ça des fragments, de nouvelles ou de fragments, je ne sais pas comment dire, que j'ai liés personnellement, qui sont Sous la main et Concurrence. Dans ces deux textes, tu décortiques des situations dans lesquelles des gens qui pourraient probablement s'entendre plutôt bien politiquement au vu de leurs convictions assez proches, en viennent en fait à avoir ce que tu appelles une rivalité de champ. Ça peut être deux universitaires, ça peut être aussi des vidéastes, hein, on voit ça dans le champ YouTube en ce moment. Comment tu expliques ça ? Est-ce que finalement l'ennemi proche
l'ennemi de mon champ est plus... comment ça se fait qu'il soit aussi saillant, tu vois, par rapport à l'ennemi lointain qui, normalement, même s'il est plus lointain, est un ennemi beaucoup plus puissant. Parce que nous ne sommes pas des êtres rationnels, en tout cas pas exclusivement rationnels. Sous la main commence par un problème que je pose et je vais en passer par un récit qui a priori n'a rien à voir pour élucider le problème, enfin en tout cas pour explorer le problème que je pose. Le problème est le suivant, il est bien connu à gauche, c'est comment se fait-il que, en gros, les électeurs du Rassemblement national ou des gens qui seraient dans cette constellation-là, les électeurs notamment prolétaires du Rassemblement national, qui sont quand même un certain nombre, comment se fait-il qu'ils ne voient pas leur vrai ennemi, qui constitue comme adversaire, ennemi ou repoussoir, plutôt l'arabe, plutôt l'immigré, plutôt l'assisté, plutôt ceci, cela, plutôt que le grand capital, qui pourtant leur fait objectivement beaucoup plus de mal. C'est une interrogation qu'ont parfois les gens de gauche, une interrogation pleine de désarroi, bien sûr. Et là, pour comprendre la logique qu'il y a au travail, parce que parfois on s'arrête à un truc pour dire c'est donc illogique, ces gens-là sont aberrants. Et ils sont désespérants, puisqu'en fait ils sont bons. Moi je pense qu'il y a une logique, et c'est la logique du champ. Et la logique, alors les rivalités de champ, ça vient pas de moi, hein, ça vient de Bourdieu, c'est même sa contribution en fait à l'analyse sociale, c'est-à-dire là où les marxistes constituent les rapports de classe et les adversités de classe, et donc l'adversaire de classe du prolétaire, c'est le possédant, c'est celui qui possède les moyens de production, etc., etc. Bah oui, sauf qu'en fait, le prolétaire lui-même, dans certains cas, dit non, mais en fait, c'est pas mon adversaire. Bon, mon vrai adversaire, c'est l'assisté qui habite à côté de chez moi, qui se trouve être malien d'origine, par exemple. D'où le racisme qui pourrait se mêler à tout ça. Mais je veux dire, je suis parti en disant que nous ne sommes pas des êtres rationnels, parce qu'évidemment, une réflexion extrêmement comme ça, je veux dire, qui aurait la hauteur de vue de la réflexion méthodique, dirait, non, mais en fait, si je considère véritablement mon quotidien avec du recul, je vois bien que celui qui m'aliène au travail, celui qui fait que j'habite ce quartier parce que je suis sous-payé, donc celui qui fait que je suis sous-payé, c'est quand même le propriétaire de la boîte où je travaille et peut-être éventuellement les actionnaires. Oui, mais sauf qu'en fait, ça c'est abstrait. C'est à la fois très concret et en même temps abstrait. Et il faudrait une espèce comme ça de saut dans une relative abstraction pour pouvoir en arriver à ce récit-là de soi-même. Au lieu de quoi, souvent, nous, pas seulement le prolétaire égaré, moi, toi, nous réagissons de façon pas forcément très rationnelle, pas forcément avec du recul, et en bon matérialiste, je dirais que ce qui m'affecte le plus, ce que je crois m'affecter le plus, c'est ce qui m'est complètement tangible. C'est ce qui arrive vraiment à mon corps, là, dans le présent où mon corps évolue. Et dans le présent où mon corps évolue, c'est plutôt le voisin qui m'énerve. C'est le voisin qui, quand moi je pars le matin au travail, je prends vraiment une situation un peu presque, schématique, voire caricaturale. Je pars, moi, bosser parce que je fais partie de la France qui se lève tôt. Et je croise dans la rue mon voisin qui, lui, est en survêtement, qui vient d'aller jouer au tiercé vite fait au PMU, qui va maintenant regarder la télé pendant toute la journée et qui va vivre sur la CAF et sur un certain nombre d'allocations familiales ou d'allocations tout court. Voilà, c'est lui que je vois. C'est pas Bill Gates, pour prendre un patron emblématique, ou Elon Musk, ou que sais-je, ou Bernard Arnault et autres grands détenteurs de capitaux locaux. Et oui, donc il faut toujours considérer ça. On fait avec les petites rivalités ou les petits conflits narcissiques qui sont à portée de main, d'où le titre du fragment « Je fais avec ce que j'ai sous la main ». Sur lequel, d'ailleurs, je peux me répandre. C'est-à-dire qu'alors que les propriétaires de ma boîte sont sans doute très très loin parce qu'ils sont danois, avec peut-être des capitaux chinois, ils sont relativement inaccessibles. D'ailleurs, le capitalisme c'est bien débrouillé pour se rendre inaccessible à ceux qu'il fait travailler. Ça a été une de ses stratégies depuis au moins un siècle. Et donc, je vais exercer mon irritation sur ce que j'ai sous la main. Et avec quoi je vais rentrer dans une espèce de conflit qui politiquement n'a pas de sens, mais qui, affectivement, est tout à fait pertinent. Alors, pour poursuivre avec un nouveau fragment, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu du texte Anard. En l'occurrence, ce fragment prend appui sur la figure, sans mauvais jeu de mots, de Pascal Praud, pour, quelque part, comment dire ça, tu te lamentes un peu du fait que des gens très à droite se présentent comme Anard. Est-ce que tu pourrais un peu développer ça ? Pourquoi ça te gêne ? Et puis pourquoi, quelque part, il y a une cohérence malgré tout chez ces gens-là ? Alors, une cohérence qu'on peut discuter, mais tu vois, en tout cas, il y a une logique interne. Disons qu'il y a toujours deux choses quand on analyse, par exemple, un individu, qui est une production sociale. Par exemple, Pascal Praud, il est une production sociale. Et c'est un individu. Et j'ai affaire à lui, puisque parfois je le regarde. Et il faut voir qu'il a une certaine visibilité quand même. Depuis une bonne dizaine d'années, il est devenu une tête de gondole du groupe Bolloré, etc. Et il parle beaucoup. Il personnalise beaucoup sa présentation. Donc, on pourrait dire, mais tu n'en connais qu'une image.
Ouais, enfin, cette image est très très parlante, parce que qu'est-ce qui se répand, quoi. Et donc je peux l'analyser. Et alors après, on se retrouve toujours avec deux trucs, avec n'importe quel individu, que ce soit Pascal Pro ou un pote. Il y a ce qu'il est objectivement, et puis il y a le discours qu'il se raconte. Il y a la fable qu'il construit sur lui-même. Mm. Ce qu'il est objectivement, c'est pas très compliqué à voir. On sait où il habite, je sais d'où il vient, je connais sa généalogie sociale. Elle est d'ailleurs non pas proche de la mienne, mais en tout cas géographiquement, c'est un Nantais. Et c'est un Nantais, mais plutôt de la bourgeoisie catholique. Lui, il était dans les écoles privées. Moi, j'étais plutôt évidemment, plutôt à l'école publique. Je dis évidemment par déterminisme social, Mm. par conditionnement familial. Bon, voilà. Et d'ailleurs, moi, je reconnais quelque chose dont je dirais avec un peu de soufre et de mauvaise foi que je trouve qu'il a une bonne petite tête de cateau. Moi, c'est comme ça que je disais quand j'avais 18 ans. Et ma foi, j'en suis pas revenu. Parce que je pense qu'on a toujours, moi le premier, la tête de son milieu et la tête du contexte culturel et socio-éducatif dans lequel on a grandi. Bon, donc voilà, il est ça, c'est un bon bourgeois, il a, je dirais, ça n'est pas indigne que de le dire, lui-même ne s'en cache pas, il a un grand appartement dans le 7e arrondissement, je pense qu'il a une résidence secondaire sur une île d'Atlantique, il passe, et il le raconte lui-même, donc je n'invente rien, ses vacances en Corse, c'est un bon bourgeois catholique. D'ailleurs, je pense qu'il a plutôt maintenant pas mal d'argent, parce que je pense qu'il doit être bien payé chez Bolloré. Et voilà, bon, et il a des positions conservatrices, il est comme tous les bourgeois, il a peur qu'on lui prenne son argent, il a peur tout court, et donc il est pour la sécurité, bon, c'est typiquement un bourgeois conservateur, et grand bien lui fasse, tout va bien. Simplement, c'est pas exactement la fable qui se raconte. D'ailleurs, il m'avait passé un petit coup de fil, une fois qu'il avait Ok. eu vent de l'existence de ce texte, qu'il n'a jamais lu, mais il en avait eu une petite bribe où j'en parlais dans une librairie. Donc une vidéo avait circulé, etc. Alors il était vent debout, évidemment, mais pas du tout ce que je disais de lui. Mm. Déjà, il niait être un bourgeois. Deuxièmement, moi je disais quand même qu'il flirtait un peu avec le racisme, hein, je veux dire quand même, enfin au bas mot avec l'islamophobie, quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas lui faire, enfin, c'est sans doute lui faire un procès que de le dire, mais pas un mauvais. Il y a quand même une grosse focalisation sur ces sujets-là, quoi. Et lui me dit au téléphone ce que j'aurais été sûr qu'il me dise, même s'il n'avait jamais appelé. Je suis pas un bourgeois, je suis pas raciste, je suis beaucoup plus anticonformiste que vous le dites, etc. Et c'est à peu près mon texte, en fait. C'est de dire le discours qu'il se tient, alors que lui, c'est un bourgeois conservateur, très normé, vraiment très conforme, quoi. Tout à fait aligné sur les coordonnées de notre société telle qu'elle se vit, enfin telle qu'elle voilà, se déploie. En fait, il aime bien les électrons libres, il se vit un peu comme ça, un libre penseur, un franc-tireur, pour reprendre le titre d'un journal parfaitement conservateur aussi. Pourquoi? Parce que il se vit comme un franc-tireur dans le champ médiatique. Ça, c'est son grand truc. Dans l'espace médiatique, tout le monde est à gauche pour lui. Mm. Bon, il n'y a que lui qui pense ça, mais enfin, admettons. Et donc lui, c'est toujours vécu comme en but à son champ. C'est à ce titre-là qu'il se vit comme rebelle. Mm. Parce que dans son champ, comme il voit ce qu'il appellerait des bien-pensants de gauche, qui sont même pas racistes, quoi, qui sont même antiracistes, et lui, il dit, ah bah oui, on peut plus rien dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans la bulle médiatique, même que moi, je n'ai pas peur de dire, parce que je suis une grande gueule, je n'ai pas peur, j'ai du panache. Enfin, et il y a tout un imaginaire chez lui qu'on peut voir. Il suffit de l'observer, de voir un petit peu toutes ses prestations. Moi, je l'ai regardé en long, en large, en travers, parce que j'aime bien ces créatures-là. Et voilà, lui, il se vit comme un d'Artagnan, en fait, une espèce de panache à la française, un peu. Il aime bien les acteurs, un peu à l'ancienne, ces gens qui jouaient un peu les individualistes bourrus, comme Gabin, Delon, Belmondo, qui sont toutes d'ailleurs des figures masculines. Bon, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui se vit comme, en fait, il se dirait volonté un art de droite. Mm. Voilà, ça a toujours été la case, là, qu'ont toujours pris les bourgeois, qui quand même avaient un certain scrupule à accepter qu'ils étaient aussi conformistes que leur classe. Ils aimaient bien quand même avoir les bénéfices de la bourgeoisie, tout en ayant les bénéfices de oui, mais moi je pense par moi-même, et non, je ne suis pas conventionnel, etc. Et ça a constitué la case qui s'appelle un art de droite. Et donc dedans, il y a un art, et donc ça m'agace un peu, parce qu'effectivement, là, une espèce de capture d'un terme qui m'est cher. Et bon, ben, l'art de droite, je pense que là, j'emprunte ça à Vincent Berthelier, qu'il avait écrit dans un livre chez Amsterdam, où il avait étudié le style réactionnaire. Il dit c'est un anarchiste contre l'anarchie. Et là, je pense qu'on a tout résolu. Un anarchiste contre l'anarchiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est pour l'ordre, simplement il constate que la société, selon lui, est à volo, et donc il est obligé d'aller de s'insurger contre l'état de la société. Il s'insurge contre l'état de la société désordonnée au nom de l'ordre. Oui, c'est un anarchiste contre l'anarchie. Et donc il veut des flics. Il veut des flics, mais il va vous dire que la société traite mal ses flics. La société a fait des flics des marginaux, puisque tout le monde est contre les flics. Il n'y a que lui qui invente ça, mais
Encore une fois, c'est sa perception à lui. Mmh. Donc voilà, on ressaisit un peu, à la fois l'analyse que je viens de faire, c'est une analyse psychologique. C'est vraiment une psyché, comment elle se vit, qu'est-ce qu'elle dit sur elle, ses contradictions internes, les contradictions qu'elle essaie de résoudre, les mots qu'elle utilise pour résoudre ces contradictions. Mais c'est aussi une position sociale. Je pense que c'est typiquement, oui, voilà, une position bourgeoise, mais avec cette espèce de supplément d'âme qui est, alors quand même, c'est quand même un peu terne d'être un bourgeois, quoi. Je veux dire, c'est triste. Or, lui, son rêve, c'était quand même de faire du théâtre quand il était plus jeune, chose que j'ai su aussi. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a plutôt des lettres. Il cite parfois des écrivains à l'antenne. Mmh. Du coup, tous ces chroniqueurs ne comprennent rien à ce qu'ils disent parce qu'ils n'ont absolument pas la même culture que lui. Mais donc, lui, voilà, je pense qu'il s'est vécu un peu. Il allait voir les films avec Delon. Il disait ça, c'était son moi idéal. Et Delon, c'était l'homme seul contre tous. Mmh. Bon, l'anard de droite aux États-Unis, c'est Clint Eastwood. Mmh. Clint Eastwood a toujours mis en scène des personnages. Enfin, Clint est beaucoup plus subtil que ça, hein, et son œuvre est beaucoup plus riche que ça. Mais dans un premier temps, les personnages que jouait Clint Eastwood, c'était des gens qui. C'est le personnage de Magnum Force. Deuxième volet de l'inspecteur Harry, pas réalisé par Eastwood, mais par Ted Post. Et en gros, la police ne fait plus rien. Et la ville est vouée à la délinquance. C'est l'impunité totale. On fait ressortir des gens qu'on devrait condamner, etc. La justice est laxiste. La police ne fait pas son boulot. Et donc, il va falloir que l'inspecteur Harry fasse le boulot que ne fait plus la police. C'est toujours un peu les mêmes. Voilà. Donc, je suis un peu trop long, mais c'est pour moi un cas d'école de comment on peut opérer au croisement de la psychologie et de la sociologie. Mmh. On part comme ça de l'examen d'un discours et de quelqu'un et de sa situation, et on voit comment finalement le discours qu'il se raconte est l'émanation de sa position sociale. Mmh. Et alors, pour très brièvement, quand même tunneliser un tout petit peu sur ça, est-ce que tu penses que c'est possible un authentique anarchisme de droite? Et là, je te demande ça en mettant de côté la figure de Pascal Praud, mais si on imagine par exemple des références comme Ayn Rand, là, on est face à quelque chose qui est intellectuellement beaucoup plus sérieux, qu'on soit d'accord ou pas, hein, moi, c'est évidemment pas ma tasse de thé, mais voilà, est-ce que ça représente un vrai versant de droite de l'anarchisme? De toute façon, le problème, c'est que là, on est en train de parler d'un mot qui est le mot anarchisme. Et ce mot, c'est vrai que j'ai un peu du mal à l'abandonner à des gens que je trouve totalement déloyaux à ce nom. Mais ça reste un mot. Donc, ma foi, si des gens de droite veulent se vivre comme anarchistes et veulent accaparer ce mot, je leur laisse. Oui. Bon, mais si on veut être un peu rigoureux, moi, tout ce que je peux dire, c'est pas tant, comment dire, préserver le nom et le maintenir dans mon escarcelle à moi. Je peux dire ce que moi, j'entends par anarchiste, ce qui me paraît d'ailleurs fidèle aux gens les plus importants qui se sont dit anarchistes dans l'histoire. C'est, pour moi, le respect de... C'est toujours jouer d'abord le faible contre le fort, et c'est parce que au nom d'un respect de l'individu et de l'intégrité de l'individu, et de sa puissance, de son émancipation, de son épanouissement. Donc c'est toujours jouer l'individu contre les structures. Bon. Il me semble que c'est au travail dans tout l'anarchisme. Après, ça n'empêche pas que pour lutter contre des structures, des individus se mettent ensemble et créent des collectifs. Donc il n'y a pas d'anarchisme sans constitution de collectif pour créer une adversité avec les macrostructures qui oppriment l'individu. D'où l'anarchisme est aussi un collectivisme, si je veux dire, en tout cas dans sa stratégie. À mon avis, pas dans sa finalité. C'est une confusion qu'on fait beaucoup à gauche et contre laquelle je me bats beaucoup. Mais si on part de cette définition-là ou de cet axe-là, si on prend quelqu'un comme Ayn Rand, c'est-à-dire qu'elle est une libertarienne, je crois d'ailleurs, beaucoup plus qu'une... Elle se dirait elle-même comme ça. Et d'ailleurs, elle a produit tout un tas d'enfants et de descendants qui se disent libertariens, ne serait-ce que nos amis de la Silicon Valley en ce moment. Je veux dire, Ayn Rand, c'est vraiment l'apologie de la force en tant que force. Et donc, effectivement, c'est stricto sensu et sans aucun complexe et sans aucune couche morale pour l'aseptiser, la loi du plus fort. La loi du plus fort. Il faut que les seigneurs de la vie, ceux qui ont été dotés d'un talent supérieur ou d'une force supérieure, d'une puissance supérieure, selon les coordonnées d'Ayn Rand, qui seraient sans doute pas les miennes, d'ailleurs. Je n'ai pas les mêmes coordonnées que la puissance qu'elle. Je veux dire, puissent exercer à plein leur puissance. Et si pour exercer à plein leur puissance, il faut opprimer les autres, les humilier, c'est de la faute des faibles. Vous n'avez qu'à pas être faible, c'est comme ça, c'est une espèce de darwinisme social poussé hyperboliquement. Donc au bout du compte, nous avons une poignée de gens, les seigneurs, qui par exemple possèdent les plus grandes masses capitalistiques du moment, à savoir les gens de la Silicon Valley, qui vont se mettre à opprimer des masses, des millions, des centaines de millions, des milliards d'individus. Et donc, moi, ma défense axiomatique de l'individu ne s'y retrouve absolument pas du tout. Je ne pense pas que ces gens... En fait, c'est toujours le même truc. Moi, je suis un individualiste au sens où je suis pour la puissance de tous les individus. Je pense que... Voilà.
Là, nous avons affaire à des individualistes qui ne le sont que pour eux-mêmes, que pour Mm. leur propre individualité. L'individualité des autres, ils en ont rien à foutre. Mm. Ça leur pose aucun problème d'uniformiser les gens qui vont avoir des réflexes de consommation un peu équivalents. Ça Mm. va créer une espèce de profil type, une espèce d'uniformité partout dans le monde de gens qui, en gros, scrollent. Voilà, ça serait ça un peu. Mm. Les modalités de l'uniformité actuelle, c'est celle-là. On est à peu près tous sur les mêmes réseaux, passant notre vie à faire à peu près la même chose, à voir à peu près les mêmes vidéos, à peu près. Et pendant ce temps-là, ben, ces individus autodécrétés puissants, pour moi, ils n'ont rien de puissant, mais voilà, et ben, eux peuvent faire triompher leur propre individualité, totalement débridée, sans aucune limite. Bon, là, on a affaire, oui, effectivement, pas du tout à un anarchisme de droite, plutôt à des libertariens. Donc, pour répondre à ta question, ma petite synthèse que je pourrais faire là devant toi, mais encore une fois, ce ne sont que des mots, il ne peut pas y avoir stricto sensu pour moi d'anarchiste de droite. Mm. Ok, très bien. Alors, un autre fragment qui a vraiment attiré mon attention, c'est le Doudou PS, qui est un texte que j'ai trouvé particulièrement drôle. Dans celui-ci, tu décris donc là un autre type de bourgeois que Monsieur Pro, qui est plutôt justement du côté, on va dire, de la bourgeoisie progressiste. Et donc ce personnage s'accroche à son doudou Parti socialiste, alors qu'au fond, en fait, lui-même n'est plus authentiquement de gauche. En tout cas, c'est comme ça que tu le racontes dans ce texte. Voire même, d'ailleurs, il n'a jamais été de gauche. C'est quoi être de gauche, du coup? Bon, à la rigueur, dans ce texte, ma question n'était pas exactement celle-là, mais je veux bien te répondre succinctement. Mm. Je dis on parce que je pense qu'on est nombreux à travailler un peu dans ces eaux-là. On est nombreux de personnes publiques Mm. à qui il arrive de penser devant des gens, quoi. C'est comme ça que je définirais l'intellectuel, quoi. Bon, donc on est très très nombreux à avoir bien vu que le signifiant gauche est devenu un signifiant relativement exsangue. Mm. Je veux dire, on ne sait plus ce qu'on dit quand on dit ça. Tellement il y a eu des gens qui se sont dits de gauche et qui sont absolument antagoniques à ce que pourrait être l'option d'autres gens de gauche. Donc on se bat et donc on va répéter comme on le fait depuis 40 ans, et j'ai beaucoup donné dans ce domaine. Ça va. En fait, non, le PS n'est pas de gauche. Bon. Ok, ça serait la première chose. Et donc après, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non, la gauche, c'est quand on constitue la lutte contre le capitalisme comme centrale. Bon. Chose que ne font pas les socialistes qui, globalement, œuvrent ou bricolent ou pataugent dans un domaine où il s'agirait quand même d'aller voir comment on peut rendre vertueux le marché. Bon, voilà. En gros, c'est comme ça. Mais puisque ces gens continuent à se dire de gauche, ben moi je leur dis bien, Raphaël Glucksmann se dit de gauche, moi je ne vais pas passer ma vie, surtout qu'on va, à mon avis, le subir encore longtemps, celui-là. Il est d'ailleurs au cœur du texte que tu disais. Enfin, on aboutit avec lui, puisqu'il a la nouvelle modalité du PS, en fait, en gros, de cet espace théorique et politique qui s'appelle le PS. Bon, Raphaël Glucksmann se dit de gauche. Moi, je ne vais pas passer ma vie à dire non, c'est pas vrai, il n'est pas de gauche. Bon, voilà, dis-toi de gauche si tu veux, et trouvons d'autres signifiants. Et les autres signifiants pourraient être par exemple l'anticapitalisme ou des choses comme ça, quoi. Je veux dire, quelles sont les vraies positions qu'on a par rapport au marché, parce que c'est ça qui me paraît fondamental, quoi. Il ne peut pas y avoir de vertu du marché, ou alors très très incidente et très accessoire. Fondamentalement, le marché détruit des vies. Et voilà, ça c'est l'énoncé de base pour moi de quelqu'un qui se dirait de gauche. Mais encore une fois, c'est pas sur le signifiant que je vais me battre, quoi. Je pense que, d'ailleurs, tu vois, on en parlait sur le point précédent. Un des paris de quelqu'un qui écrit des livres, c'est-à-dire des trucs un peu longs, ou quelqu'un qui écrit des articles, on va dire, c'est que la pensée ne tiendra jamais dans un mot. Et puisque la pensée ne tiendra jamais dans un mot, et même pas dans une phrase, et même pas dans deux phrases, et même pas dans un paragraphe, alors il faut en écrire beaucoup pour arriver enfin à penser. Donc jamais le mot anarchisme ne fera la blague. Jamais le mot gauche ne fera la blague. La pensée commence après. À partir du moment où on fait des phrases, et des phrases, des paragraphes, des textes, des trucs de 250 pages comme psychologie, et voire plus ici ou là. Je pense que c'est important. Pour revenir au doudou, pourquoi je l'appelle doudou? Parce qu'il y a un truc psychologique dans le doudou. Ça a une importance psychologique d'ailleurs pour les enfants d'avoir leur doudou. Ça a été beaucoup glosé par la psychanalyse ou par, je sais pas, la psychopédiatrie ou les pédopsychiatres. Bon. Donc c'est un fait psychologique, c'est ça que je disais le début. Tu crois qu'on a à faire un choix politique. Toi qui
qui essaie de voir ce que ça veut dire être un socialiste, être un électeur du Parti socialiste ou un élu du Parti socialiste. Non, c'est un phénomène psychologique. C'est une case. Parce que finalement, voter PS, c'est quand même une fois tous les 3 ans, hein. Et c'est pas grand-chose dans une vie, c'est 5 minutes, quoi. C'est 5 minutes un dimanche, 5 minutes un dimanche 3 ans plus tard. Bon. Donc en fait, c'est plutôt une case psychologique. Il fallait un lieu d'hébergement psychologique pour tout un tas de gens, et encore un peu maintenant, parce qu'il en reste, pour s'arranger avec leurs contradictions ou avec leurs tiraillements. Mm. Ils avaient des tiraillements internes qui n'engageaient qu'eux, des tiraillements moraux. À savoir, quand même, moi je suis un peu un bourgeois, quand même je suis dans une position sociale relativement privilégiée, donc j'ai quand même plutôt intérêt à ce que la société se conserve telle qu'elle est. Je n'ai pas trop intérêt à péter le marché parce que le marché me profite. Mais quand même, il se trouve que par éducation, par environnement familial, par un grand-père qui était cheminot CGT, plein de choses comme ça, ou des parents instituteurs de gauche, eh bien, je tiens quand même à rester de gauche. Et puis quand même, j'ai 2, 3 options un peu sociétales au truc qui font que, bah, attends, moi je suis pas raciste, attends, moi je suis plutôt féministe, moi je suis plutôt gay-friendly. Bon, donc voilà. Et ben voilà, le PS a été inventé pour que ces gens-là puissent trouver un lieu d'apaisement de leur tiraillement. Ils constataient bien que fondamentalement, le marché produit du racisme. Et ils étaient favorables au marché, mais contre le racisme. Alors il fallait trouver un truc, quoi. Et ça s'est appelé la social-démocratie à une époque, pas dans sa mouture allemande, hein, parce que le Mm. Parti social-démocrate allemand était beaucoup plus à gauche que notre Parti socialiste. On y hébergeait quand même des Rosa Luxembourg, par exemple, hein, Mm. je veux dire. Mais très vite, la social-démocratie, ça a été cet espace-là. Et chez nous, en France, ça a pris le nom de Parti socialiste, parce que quand même, il y a une base historique du Parti socialiste qui était pour le coup assez proche de la classe ouvrière. Et après, ça s'est complètement démantelé. Donc oui, c'est des phénomènes psychologiques, comme je crois souvent d'ailleurs nos positionnements politiques. Parce que nos positionnements politiques, en général, ils engagent assez peu d'actes, hein. Peut-être les miens en priorité, enfin je veux dire les miens pas moins que les autres, pas moins que ceux des autres. Donc, en fait, c'est des petits arrangements qu'on fait avec soi-même, quoi. C'est des histoires qu'on se raconte. Mm. Bon, bah, voilà, donc Raphaël Glucksmann, jusqu'à la fin de ses jours, se racontera que il est de gauche, et il y aura des gens, par exemple le Parti socialiste, et puis d'autres gens, centre-droit, centre-gauche, pour lui dire oui, oui, tout à fait, il y a une case à gauche à prendre, puisque les méchants insoumis, eux, à la fois ils sont un peu trop bolcheviques, mais surtout ils sont devenus totalement infréquentables, parce qu'ils ont tout un tas de vices qu'on connaît bien, hein, maintenant, hein, je veux dire, les médias le répètent assez. Et donc un espace de nouveau social-démocrate s'est libéré, qui est un espace mental, Mm. qui est un espace mental pour ces gens, qui s'en foutent à peu près que la société change ou ne change pas, puisque eux ont plutôt des positions confortables dans la société. Mm. Ouais, tu m'as un peu devancé effectivement sur le deuxième aspect non seulement de ce texte-là, mais de celui qui le précède. Mais effectivement, il y a aussi quelque part quelque chose un petit peu de marketé dans les partis politiques. En tout cas, c'est ce qui transparaît dans ton texte, en ce sens que l'offre est conçue pour répondre à une demande quelque part, Mm. une demande psychologique justement. Et je voulais lire un extrait qui me paraît très révélateur à ce sujet, donc un extrait du livre, euh, que j'aimerais bien que tu commentes après. Donc je cite. L'élection est un carnaval où il est permis aux consommateurs de se déguiser en citoyens, où le corps social s'imagine corps politique, les gens jouent à être un peuple et croient à leur jeu. L'élection est le stade infantile ou sénile de la politique. Est-ce que tu peux un peu développer tout ça, voilà. Est-ce qu'il y a aussi quelque part quelque chose de mercantile derrière l'offre politique, en tout cas comme elle existe aujourd'hui dans la démocratie représentative? Je ne sais pas si on peut dire stricto sensu mercantile, mais enfin, il y a quand même énormément d'analogies entre les séquences électorales, parce que c'est bien de ça qu'on parle, hein. On Mm. parle de la démocratie électorale. C'est pour moi d'ailleurs fondamentalement oxymorique comme expression. Contradictoire à l'intérieur de ça, je l'avais un peu développé dans un petit livre qui s'appelait Comment s'occuper un dimanche d'élection. Euh, donc au moins par analogie, c'est quand même, ça frappe beaucoup à quel point la geste électorale ressemble à une geste commerciale quand même, hein. C'est des gens qui se vendent, c'est des gens d'ailleurs, l'argent ne nuit jamais dans les campagnes électorales. C'est quand même un peu les plus friqués qui réussissent à pouvoir installer leurs produits un peu partout, à travers des meetings, à travers des médias, à travers plein de choses, à travers aussi tout un tas de petits soldats qui vont aller tracter, faire du porte-à-porte, ou plutôt, plus sûrement maintenant, travailler en meute sur Internet. Je crois que c'est plutôt ça maintenant, le travail d'équipe électorale, qui est quand même pas très joli non plus, mais dont tous les partis se sont inspirés, hein, je veux dire des insoumis au Rassemblement national. Donc là-dessus, ils sont tous pareils, c'est des boutiquiers. Ils ont un produit à vendre, quoi, ils ont des candidats à vendre,
Par ailleurs, au bout, n'oublions jamais, et j'espère que... Enfin, je ne dis pas que ça épuise toute leur motivation. Je ne vais pas dire ça. Je pense que dans l'offre, dans les élus, dans les gens qui aspirent à l'être, il y a des gens qu'on va dire sincères, qui ont des convictions. Mais dans le corps social, tout est mélangé. C'est pas parce qu'on a des convictions sincères, si jamais le mot sincère a un sens en général dans la vie. Je ne sais pas si le mot sincère a vraiment un sens. Bon, parce que la psyché humaine est, je dirais, par-delà vrai et faux, quoi. Donc la notion de sincérité m'a toujours laissé un peu perplexe. Mais admettons qu'il y ait une certaine consistance de leurs convictions, c'est-à-dire que les insoumis ont vraiment des convictions de gauche radicales, hein, pour aller vite. En fait, des convictions de Parti socialiste de 1981. Mais quand même, ce sont des convictions de gauche. Et puis, je fais crédit à Marine Le Pen, à Bardella et à leurs lieutenants d'avoir des convictions d'extrême droite ou de droite nationale, pour reprendre leurs termes. Il n'empêche que tout ça est immédiatement mélangé avec un truc qui pourrit un peu le jeu et qui entache un peu leur sincérité supposée de départ. À savoir que s'ils gagnent les élections, ça leur donne des postes. Lesquels postes sont rémunérés? Et oui, alors je ne dis pas que ça en fasse vraiment des diables qui ne pensent qui sont finalement, au bout du compte, occupés à leur seul intérêt. Mais il y aura toujours un doute. Puisque, effectivement, bon, je prends l'exemple qui a été pour moi le plus spectaculaire dans la triste vie électorale de ces dernières années, c'est le fameux sursaut anti-extrême droite de 2024 entre les deux tours législatifs, des élections législatives. Mais de qui se fout-on? C'est-à-dire que moi, je veux bien mourir, tout court, ça risque d'arriver. Je veux bien tomber malade, ça risque d'arriver. Ok, j'accepte assez bien une certaine fatalité de la condition humaine. Je veux pas qu'on me prenne pour une pipe, quoi. Genre, c'est tout. Donc, quand la gauche s'est racontée à elle-même, au point d'y croire, en tout cas nous a raconté qu'elle faisait barrage contre le fascisme qui venait, je rigole jaune, parce qu'évidemment qu'il s'agissait de sauver les postes. Ces gens étaient pour la plupart déjà députés. Il fallait sauver les postes, c'est quand même une rémunération. Il y a des gens, notamment à gauche d'ailleurs, qui ont des situations, qui viennent de situations professionnelles qui sont moins enviables que celles que leur donne le fait d'être député. Ce qui n'est pas toujours le cas à droite, puisque des gens sont un peu plus riches, sont avocats, médecins, donc ils ont plutôt tendance à être déclassés par leur rémunération en tant que député ou sénateur ou je sais pas, élu municipal, que sais-je. À gauche, il y en a beaucoup, dont, bon, je sais pas, moi je pense toujours à M. Corbière, qui maintenant a quitté les Insoumis. Et j'en ai pas à lui, mais je connais sa situation professionnelle d'avant. Il était professeur, je crois même en lycée professionnel, il me semble. Je dis même parce que c'est une situation encore plus précaire, je dirais, que l'enseignement moyen. Bon, c'est quand même mieux d'être député, non? Oui, c'est tout. Et si, je veux dire, je lui en veux pas. Hein. Vraiment, moi, j'ai aussi troqué ma situation de prof contre une situation d'écrivain que je trouve très largement plus enviable, à la fois financièrement et aussi symboliquement, et aussi pratiquement. Donc tout va bien, mais qu'on ne vienne pas me raconter que ce serait que l'alliance dont je parle un peu dans Psychologie à un moment, parce que c'était un peu frais quand je l'écrivais, et disons ma colère était encore fraîche. Mes colères ne durent jamais longtemps, mais celle-là était fraîche, parce que quand même, je trouvais consternant. Cette fable collective, quoi. Surtout venant de mon camp, quoi. Parce que moi, quand les gens de droite mentent, hein, je considère qu'ils sont dans leur cœur de métier. Quand les gens de gauche mentent, ça m'atteint un petit peu plus quand même, je me sens concerné. Donc là, oui, bah, de fait, il s'agissait de préserver les postes, et ils ont sauvé leurs postes envers et contre toute hygiène intellectuelle, cohérence politique. On a vu quand même, donc sous la même étiquette, des gens qui 2 jours plus tôt se détestaient viscéralement, des François Hollande et des Jean-Luc Mélenchon, et puis plein d'autres gens. Bon, donc tout ça est quand même, au bout du compte, tant qu'on mêlera à la politique ces affaires de conditions sociales de base, à savoir combien je gagne, quel poste ça m'octroie, il y aura toujours un soupçon. Oui, effectivement, il y a ce sujet de la professionnalisation de la vie politique. Pour rester un petit peu encore sur ce sujet, parce que là, c'était en fait en filigrane, Oui, c'est vrai. Par le passé, tu t'es revendiqué abstentionniste. Tu as évoqué justement ton livre à ce sujet. Alors, je te coupe tout de suite. Précisément, je me suis jamais revendiqué abstentionniste. Non. Jamais. Ça a été le grand malentendu sur ce livre qui a été très, très largement malmené par libraires, professionnels de la politique et politiman, comme je les appelle en commune mule. Non, parce que je ne revendiquais pas l'abstention. J'étudiais le dispositif électoral et je commençais le livre en disant qu'on vote ou qu'on vote pas, pour moi, n'est pas un problème. Je veux dire, c'est pas du tout là où je situe le sujet. Il m'est arrivé de voter.
Il se trouve que je ne vote plus depuis maintenant pas mal d'années, mais je ne revendique pas l'abstention. Je voulais écrire un petit livre pour dire que fait-on quand on vote? D'accord. Parce que ma grande question, dans psychologie comme dans Comme une mule, c'est toujours qu'est-ce qui se passe quand il se passe ce qui se passe? Mm. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de faire ce qu'on fait? C'est pour moi la question psychologique de base, ou la question donc psychosociologique de base. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu votes? Mm. À quel dispositif tu participes? Qui a besoin de toi, ce dispositif? Et surtout, qu'est-ce qui t'anime viscéralement au moment où tu vas voter? Toi, tu te racontes que c'est un geste citoyen, un geste résistant, un geste, voilà, tu es un Athénien, quoi. Mm. Tu es un Athénien, au grand temps de la démocratie. Moi, je crois que quand tu vas voter, il y a plein d'autres choses qui te traversent. Par exemple, le jeu électoral, pour toi, c'est quand même un peu du jeu. Mm. C'est quand même une compète assez excitante. Eh oui, mais je connais ça puisque moi, j'ai été traversé par ça. Quand j'avais 15-20 ans, j'étais fou des élections. Je suivais tout à la télé, j'adorais ça. Et puis, c'était les courses de chevaux. Donc, je pariais sur... voilà, à l'époque, j'étais pour le candidat communiste, quoi, évidemment. Et donc, dans le débat, j'étais pour l'un contre l'autre, comme j'étais à l'époque pour le FC Nantes contre le PSG. Mm. Ou contre Bordeaux, pour prendre les adversaires historiques du FC Nantes de l'époque. Voilà, donc ne vous racontez pas d'histoire et surtout ne m'en racontez pas à moi si vous voulez bien. Et Mm. continuez à voter, il n'y a aucun problème. Je disais même que je trouvais parfois ma position d'abstentionniste contradictoire, puisqu'il m'arrivait dans mon corps de ressentir le désir que Mm. tel candidat soit élu plutôt qu'un autre. Donc j'étais contradictoire avec mon propre abstentionnisme, parce que si vraiment mon corps me disait quand même, tu préférerais quand même largement que Mélenchon soit au deuxième tour plutôt que les deux imbéciles de droite, là. Donc, d'une certaine manière, en toute cohérence, j'aurais dû aller jusqu'au bulletin, enfin jusqu'à l'urne, Mm. jusqu'à l'isoloir. Chose que je ne faisais pas. Donc vraiment, c'était un livre qui n'était pas du tout claironnant, genre je m'abstiens, mais faites comme moi, bande de bourgeois, Non. vous avez rien compris. C'était plutôt, ne nous racontons pas d'histoire sur, un, qu'est-ce qui se passe quand on élit, et deux, qu'est-ce que le dispositif électoral induit politiquement. Mm. Et là, je tiens toujours qu'il est fondamentalement du côté de la conservation, et qu'il a été inventé par les conservateurs pour mieux conserver. Mm. Excuse-moi de t'avoir interrompu Non, non, là-dessus, mais... t'inquiète. Non, mais en plus, j'avais bien compris que tu n'étais pas prosélyte sur l'abstentionnisme. Non. Et quand je disais se revendiquer, c'est que tu ne t'en cachais pas, c'est ça que je voulais dire. De m'abstenir. Voilà, Ouais. c'est là où je voulais en venir. Et justement, dans psychologie, dans un certain nombre de textes, dont ceux qu'on vient d'évoquer, il me semble qu'il y a une critique sous-jacente aussi, au-delà de la professionnalisation de la vie politique, de sa forme représentative, électorale. Et donc c'est aussi là-dessus que je voulais t'interroger. Voilà, quel système plus vertueux, parce que là, tu as évoqué par exemple Athènes. Athènes, c'était plutôt du tirage au sort, en fait. Bon, tirage au sort parmi des citoyens triés sur le volet, mais du tirage au sort quand même. Et donc voilà, moi, j'aurais aimé savoir ce qui, toi, te paraissait peut-être plus vertueux et plus attirant comme modèle que, justement, la démocratie sous cette forme qu'on connaît, qui est représentative, qui présente tous les défauts que tu viens de lister et plein d'autres encore. Là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, et là je m'inscris totalement dans une sorte de filiation amicale avec Jacques Rancière, et avec d'autres d'ailleurs, mais essentiellement Rancière depuis quelques décennies. La démocratie, si le mot a un sens, n'a rien à voir avec un dispositif institutionnel qu'on appellerait la démocratie. C'est autre chose, la démocratie. C'est un certain rapport au monde, c'est une certaine occupation du temps et de l'espace, c'est un certain nombre de rapports entre les individus qu'on appelle des citoyens. Donc par exemple, l'institution entreprise n'est pas démocratique. Voilà, pour prendre vraiment quelque chose qui est très loin, a priori, de nos affaires institutionnelles, les institutions telles que classiquement envisagées, à savoir l'Assemblée nationale. Bon. C'est une institution, l'entreprise, et elle est complètement adémocratique, puisque certains ont sur d'autres au sein de cette entreprise le pouvoir de les licencier. En tout cas, le pouvoir d'en disposer, parce qu'ils ont, pour eux, le chantage à l'emploi, et ils sont les détenteurs de capitaux. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? L'organisation de la production démocratique, ce serait celle où tous les producteurs soient égaux devant ce qu'ils sont en train de produire. Voilà, par exemple, c'est tout ça, la démocratie. C'est pas fondamentalement, ça va pas s'institutionnaliser, parce que c'est vraiment, je pense, une disposition générale des rapports entre les gens, quoi. Ce sont des rapports d'égalité, en tout cas, voilà, qui ne sont pas décrétés par les institutions, qui sont concrètement pratiqués par les gens. Donc, les gens exercent beaucoup plus la démocratie quand ils
décident de parler, comme dirait très bien Rancière, quand ils prennent la parole là où tous les disposaient à ne pas la prendre. Ça, c'est une effraction démocratique. Mais peut-être que la démocratie, d'ailleurs, pour être tout à fait ranciérien aussi, ça ne peut jamais être une institution parce que c'est toujours un mouvement, c'est toujours des gestes. Il n'y a que des actes démocratiques. C'est une succession d'actes démocratiques qui consistent toujours à affirmer, justement, à réaffirmer l'égalité euh, par l'acte même, là où toutes les institutions sont fondamentalement inégalitaires. Et par exemple, pour revenir à des points plus classiques, oui, la démocratie représentative, elle pose une inégalité structurelle, à savoir, il y aura des électeurs et des élus. Il y aura des gens et puis leurs représentants. Donc déjà, là, on a clivé fondamentalement le corps social en deux groupes de gens, bon, sachant qu'on sait très bien qu'en général, les représentants peuvent assez à loisir oublier les gens qui les ont désignés comme représentants. C'est ce qui a lieu tout le temps. Il faut jamais oublier des choses très très simples. Ni toi ni moi ne sommes au courant de 98% du travail législatif qui est fait en notre nom. Mm. Ni toi ni moi ne sommes au courant de 98% des lois qui sont soi-disant promulguées en notre nom. Mais pas forcément parce qu'on nous les dissimule, mais Mm. parce que la situation objective et factuelle dans laquelle nous évoluons fait qu'on ne prend pas le temps, on n'y prête pas attention, et puis les législateurs en question ne se foulent pas beaucoup pour nous informer. Mm. Et je ne parle même pas de ce que font les ministres, parce que là, c'est même pas sous contrôle législatif, parce qu'il y a, enfin, en tout cas, il y a tout un tas de mesures ministérielles qui ne sont pas sous contrôle législatif, quoi. Il y a la gouvernance, quoi, telle qu'elle a lieu à l'heure où je te parle. Mais tu n'es pas du tout au courant de ce qu'est en train de faire actuellement le ministre de l'Industrie. Il est en train de signer un contrat avec des Égyptiens pour leur vendre un certain nombre de trucs. Mais je ne suis pas au courant. Alors après, si je passe ma vie à lire les journaux, et notamment les journaux de gauche, je vais réussir à me mettre au courant. Mais en fait, tout ça se fait sans nous. Donc bon, il y a une inégalité fondamentale. Il y a quand même globalement ceux qui gouvernent, et puis il y a les gouvernés. Bon, et donc ça, c'est un déni absolu de démocratie. Mais encore une fois, je pense que il n'y aura jamais d'institution démocratique. Il n'y aura qu'un contrôle démocratique sur les institutions. Mm. Ça peut être que ça, en fait. Ça peut être un contrôle. À peu près à l'image, par exemple, sans le mythifier aucunement, mais quand on se documente là-dessus, c'est quand même très impressionnant, c'est à peu près le rôle que tient le peuple de Paris pendant les 3-4 premières années de la Révolution. Voilà. C'est ça le contrôle démocratique. Alors ça s'est fait parfois de façon très chaotique, avec quelques violences aussi dont on aurait pu se passer, tout ça, mais ça c'est le genre de modèle que j'aime bien. C'était à peu près le rôle que censément on devait assigner aux soviets dans la jeune Russie bolchevique. Bon, très très vite... tout le pouvoir aux soviets a été un mot d'ordre relativement piétiné par le pouvoir central, etc. etc. Mais je pense que voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Je pense. Il n'y a pas d'institution démocratique, il n'y a que des actes démocratiques. Très bien, ok. Alors un autre thème qui revient dans plusieurs chapitres, c'est celui du rapport de nécessité qu'il y a entre les personnages politisés de ton livre et l'objet de leur détestation. On en a parlé un peu plus tôt, voilà, le personnage du Doudou PS, par exemple, il a un rapport de nécessité et donc quelque part un rapport ambigu à la figure de Trump, de Ciotti et de Marine Le Pen, que tu cites, parce que par contraste, ces figures le valorisent. Même chose pour l'antifasciste, qui a besoin quelque part de figures qu'il juge à tort ou à raison néofascistes, pour se valoriser là encore. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose, un réflexe, là c'est pour relier un petit peu avec le nietzschéisme, est-ce qu'il y a un réflexe un peu vitaliste dans cette démarche ou pas du tout? Alors, bon, c'est pareil, il m'arrive effectivement dans l'emportement de l'oralité d'utiliser les mots comme vitaliste, et en même temps, je pense l'hygiène intellectuelle consisterait quand même un peu à s'en passer. Sauf à travailler rigoureusement dessus dans des textes. Bon, là, en l'occurrence, d'ailleurs, pour ce que tu désignes, je crois que j'ai pas du tout besoin du terme vitaliste. Je pense que je vais plutôt prendre un terme beaucoup plus pauvre, mais alors vraiment d'une pauvreté mais consternante, à l'image de ce qu'il désigne, c'est le goût du concret. Le goût du concret. C'est-à-dire, en fait, c'est toujours, qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, je crois jamais, je suis très matérialiste là-dessus, plus que vitaliste d'ailleurs. Quand des gens émettent des idées, moi je ne crois jamais aux idées, ce qui peut paraître bizarre dans ma position, mais je pense que je suis un intellectuel contrarié, moi. Je suis un intellectuel qui ne croit pas à l'intellect, et je suis quelqu'un qui produit de l'idée, alors je ne crois pas aux idées. Bon, c'est comme ça, et je ne suis pas le premier. Hein. Bon, alors, des gens ils disent « je suis antifasciste ». Voilà, donc ça c'est un corpus d'idées, je veux dire, il y a quelque chose qui s'appellerait le fascisme, et puis je lutte contre, quoi, je suis contre...
la théorie fasciste ou l'idéologie fasciste, auquel j'oppose des contre-valeurs. Les fascistes sont des darwiniens racistes, et moi je suis un égalitaire qui ne croit pas ni aux races ni à leur inégalité, bon, etc. Bon, après, moi j'essaie de voir, alors ça c'est un côté sociologue, je veux dire, comment se fabrique un antifasciste déjà. Bon, un antifasciste, il sort pas de nulle part, il sort d'un contexte. Déjà, il a une fabrication. Donc déjà, ces idées ne sont pas tombées dans son cerveau comme une révélation que le fascisme, c'était mal, quoi. Ça ne s'est même pas fait avec des événements. Je ne pense pas que ça se joue véritablement comme ça, la vie. C'est pas un jour, j'ai vu des néo-nazis castagner un arabe, je suis devenu antifasciste. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Ça peut se passer comme ça. Mm. Il peut arriver que des événements comme ça soient fondateurs. Mais déjà, c'est des événements matériels. Donc déjà, ça me va un peu plus, quoi. C'est pas genre, j'ai lu des antifascistes, je deviens antifasciste. Ou j'ai lu des méchants fascistes, j'ai trouvé ça tellement horrible, leurs livres, que vraiment, je me suis dit, j'allais devenir antifasciste. Donc il y a déjà une fabrique sociale de l'antifasciste. Moi, j'ai plutôt grandi dans des milieux antifascistes. Donc, et à ma manière, je suis un antifasciste. J'ai un peu zoné dans le punk, dont un des points de ralliement était l'antifascisme. Mm. Et, la jeunesse emmerde le Front National, c'est pas un slogan pour rien des Berus. Dans les années 80, mais il y a eu aussi tout un tas de chansons antifascistes, bon, et de groupes et d'organisations de concerts aussi, dont le thème fédérateur était l'antifascisme. Donc je vois bien ce que c'est. Après, si j'exerce mon goût du concret, je me dis, c'est quoi la psyché de l'antifascisme? Alors on pourrait dire, bah, c'est juste. Alors les moralocentriques vous diront, bah non, bah, c'est la psyché de l'antifascisme, elle est simple, elle est contenue dans. C'est écrit dessus, quoi, comme le port-salut, comme on disait jadis. Bah, c'est d'être contre le fascisme. C'est de pas aimer le racisme. C'est de pas aimer le masculinisme. C'est pas aimer tout ça. Et c'est plus compliqué que ça, parce que l'antifascisme, c'est aussi une proclamation. Pourquoi est-ce que vouloir absolument proclamer qu'on est antifasciste et qu'on va se battre, etc. C'est qu'il y a des ressorts psychologiques. Et le ressort psychologique, il peut être fait de mille étoffes, mais moi, je l'ai identifié parmi des antifascistes que j'ai pu observer, notamment dans le côté fixette antifasciste. Je voyais qu'il y avait un drôle de jeu entre les fascistes, quoi, qu'il y avait un jeu, non pas d'amour-haine, non pas d'attraction-répulsion, mais en tout cas d'adossement mutuel. Mm. C'est-à-dire qu'il est évident que les fascistes ont un peu besoin des antifascistes, et les antifascistes ont un peu besoin des fascistes. Et là, je pense que le fasciste, et là on en reviendrait un peu à des trucs genre des cases mentales, Mm. constituer le fascisme comme une espèce de signifiant ou de phallus repoussoir, quoi, pour parler vraiment en termes psychologiques, dont on a besoin pour son propre équilibre. On a besoin de s'adosser au fascisme pour se construire comme antifasciste. Je pense que ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça épuise l'engagement antifasciste, qui d'ailleurs a son utilité, Mm. et peut-être va en avoir de plus en plus Mm. par les temps qui courent. Donc à aucun moment ce que je dis ne vaut démenti Bien sûr. politique de la position antifasciste. Simplement, moi j'analyse les affects. Et les affects, eh ben, il me semble qu'il y a, oui... bon, je voyais bien, par exemple, chez certains de mes camarades antifascistes, quand je les croisais, qu'il y avait, par exemple, une figure du père qui était toujours un peu problématique, pour aller dans la psychologie de bazar. Et donc là, il y avait une espèce comme ça de refus presque névrotique de l'autorité et de tout ce qu'il incarnait, et de tout ce qui faisait autorité, ou tout ce qui imposait de l'autorité. Le fasciste, le militaire, le flic, etc. Autant de réalités sociales avec lesquelles je ne suis pas très en sympathie non plus. Mais je n'ai jamais ressenti une espèce de répulsion névrotique pour le militaire, le flic et le fasciste qui emblématiserait tout ça. Donc voilà, moi j'essaie de creuser là où ça se passe, qui fait qu'après, il y a un truc que je dis, je pense, dans cet article qui me paraît, enfin dans ce texte-là, qui me paraît, alors je dirais relativement inédit, c'est que la fraternité paradoxale qui peut unir parfois les antifascistes et les fascistes, une espèce comme ça de respect de loin, que j'ai observé, c'est des connaissances fascistes à moi, d'extrême droite, moi qui m'avaient dit, nous on vous respecte, vous les gauchistes. Les temps ont changé, hein, c'était il y a 30 ans. Mm. On vous respecte parce que fondamentalement, quand même, vous êtes radicaux comme nous. Fondamentalement, vous êtes contre la société. Fondamentalement, finalement, on est porté par la même énergie contestataire et on a le même courage et on n'est pas mou, etc. Et je crois qu'il y a quelque chose qui unit fondamentalement des camps a priori antagoniques, c'est la croyance en la politique. Mm. La croyance en la politique et la croyance que la politique peut changer le monde.
Et avec le fascisme, il y a un truc assez pratique, c'est que c'est vraiment la démonstration que la politique peut encore avoir du pouvoir. Enfin, en tout cas, le pouvoir politique peut encore avoir du pouvoir. Chose dont doutent parfois les marxistes conséquents. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire d'être un marxiste? C'est dire que le pouvoir n'est pas dans le pouvoir, que le Mm. pouvoir n'est pas dans le pouvoir politique, puisque le pouvoir est dans l'argent et dans le capital. Euh, et donc, ce à quoi on aimerait bien opposer, des entités politiques qui puissent de nouveau prendre la main sur le marché. C'est ce qu'on dit toujours, hein. Ce n'est plus l'économique qui dirige le politique, c'est le politique qui dirige l'économique. Bon, pour moi, l'économique a toujours dirigé le politique, mais le rêve marxiste, c'est que enfin, un pouvoir politique imprime sa force sur le marché. Mm. Ce qui a été tenté dans un certain nombre de pays avec des fortunes diverses. Bon, je crois que l'hypothèse fasciste, elle a au moins pour elle, aux yeux de l'antifasciste, aux yeux de gens de gauche radicale, de réhabiliter le fait qu'il pourrait y avoir un pouvoir fort. Mm. C'est-à-dire un pouvoir qui pourrait dominer l'existence. Et donc ils ont quand même en commun, ça c'est un truc que j'ai beaucoup analysé dans ce qui était déjà une matrice de psychologie, mais alors vraiment appliquée à moi seul, c'était Deux singes de ma vie politique. Un livre que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années, où vraiment là je j'auto-analysais les affects qui m'avaient porté Mm. à me politiser et à aimer la politique, à la pratiquer à ma manière et à être communiste, etc. Et déjà, j'avais identifié ça. J'avais identifié que quand même, ma passion première, c'était pas tant le communisme, c'était pas tant l'anarchisme, c'était la politique elle-même. Mm. Voilà. Que d'ailleurs, j'avais adoré bien avant d'en connaître les tenants, les aboutissants, les conséquences sur le réel, les conséquences dans ma propre vie. Parce que quand j'avais 12-13 ans, moi je planais, hein. J'étais un petit enfant d'instituteur, de prof. On est dans une espèce de pensée magique, on ne Mm. s'occupe pas d'argent, hein, parce que globalement, il y avait toujours quelque chose dans mon assiette, et c'était chauffé. Voilà. Donc on fabrique comme ça une espèce de passion pure de la politique, pratiquement sans objet, et que j'essayais d'analyser dans ce truc qui s'appelle Deux singes ou ma vie politique, quoi. Ma vie politique, voilà. Mes affects politiques, ou plutôt les affects qui m'ont porté à tellement aimer la politique. Et quand même, effectivement, tous les gens politisés ont ça en commun. Mm. Et c'est pour ça que leur grand repoussoir, c'est quand même des gens qui s'occuperaient pas de politique. Ça les rend dingues. Des gens comment dire, qui ne produiraient pas de grille politique sur le monde. C'est un petit peu ce dont je parlais dans Commune Mule. C'est pour ça qu'ils ont parfois du mal avec l'art. Mm. Parce que l'art, tel qu'il se déploie, autant évidemment on peut le saisir politiquement de plein de manières, et j'en indiquais dans Commune Mule, parce que je pense qu'on peut faire une lecture politique de l'art, vraiment, et souvent on fait bien de le faire. Il arrive quand même que parfois l'art désarme la grille politique, hein. Notamment, vous savez, vous prenez un tableau de Miro, Mm. c'est des tâches, quoi. C'est des trucs, c'est des machins. Mm. Et il n'y a même pas d'ordre. C'est même, bon, je veux dire, une organisation du chaos. Mm. Et encore une organisation, le mot est fort. Mm. Ou alors c'est des couleurs qui se répondent et des formes, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Miro, il est de gauche, il est de droite, il est anticapitaliste. Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est toujours intéressant d'essayer d'étudier la passion politique en tant que telle, avant même sa distribution dans des camps différents. Mm. Ok. Très bien. Un texte que je voulais qu'on évoque rapidement pour te poser une question très précise, c'est Bonne fille. Dans celui-là, tu proposes, on va dire, d'expliquer comment des personnalités publiques jadis étiquetées à gauche deviennent avec le temps, ou plus exactement se révèlent avec le temps de droite. Et en l'occurrence, tu fais ça en prenant l'exemple de Caroline Fourest, mais tu mentionnes aussi très brièvement Michel Onfray. J'aurais bien aimé te questionner spécifiquement sur Michel Onfray, parce qu'il me paraît être un cas assez unique, en ce sens que lui, alors c'est mon point de vue, en tant qu'un petit peu connaisseur quand même, a pu être, à mon sens, par certains aspects, authentiquement de gauche. C'est-à-dire que l'Université populaire de Caen, c'est quand même un truc qui a une vocation qui, moi, me semble être authentiquement de gauche. Et donc, pour moi, il dénote un peu dans ce sens que, alors on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il ne l'est plus, mais que contrairement à d'autres figures qui se disent « oui, mais moi j'étais de gauche, c'est la gauche qui a changé », là, c'est clairement lui qui a changé, tu vois. Alors que Caroline Fourest, comme tu le démontres très bien dans ce texte-là, c'est totalement questionnable de savoir si elle a été vraiment de gauche un jour, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de... Comment tu vois, dans ce contexte-là, dans ce bordel, comment tu définirais Michel Onfray? Michel Onfray, pour l'analyser rigoureusement, il faudrait 300 pages. Et le problème, c'est que j'ai vraiment autre chose à foutre. Donc, je n'écrirai jamais un livre sur Onfray.
Non, vraiment, j'ai trop de livres intéressants à écrire Mhm. pour écrire celui-là. Donc on va pas épuiser le problème aujourd'hui, mais puisque tu me lances là-dessus, au moins ça permet d'aborder un certain nombre de problèmes méthodologiques, j'allais presque dire, voire épistémologiques. Mhm. Moi, appliqué à moi-même dans De singe ou ma vie politique, je posais que fondamentalement on ne change pas. Chose qui se discute. Mais Mhm. mon intuition c'est celle-là et j'essayais de le démontrer pour moi-même. Donc c'est pas quelque chose que je dis des autres. C'est pas parce que c'est toujours un peu facile de dire oh mais en fait tu sais lui il a jamais changé, il a pas évolué, alors que soi-même on s'attribue toujours une capacité à évoluer. Mhm. Non non moi je pense que fondamentalement et le fondamentalement est important. Mhm. J'appelle ça le foncier. Le foncier. Le foncier n'empêche pas qu'il puisse y avoir d'autres trucs qui se déploient en nous, mais c'est pas le foncier. Et moi mon foncier j'ai l'impression qu'il a jamais changé depuis qu'il s'est un peu fabriqué ou sédimenté. À quel âge? 7 ans, 13 ans, 15 ans, je sais pas, hein, mais pour moi, ça s'est figé. En tout cas, ce foncier s'est figé, s'est fabriqué assez tôt dans ma vie. Donc, je ne peux pas tenir pour vrai, me concernant, quelque chose que je ne tiendrai pas pour vrai que me concernant Onfray. Pour Mhm. moi, il n'a pas changé. Et moi, j'en suis un contemporain d'Onfray, hein. Il est un peu plus vieux que moi quand même, il doit avoir une dizaine d'années de plus que moi. Mais ça veut dire que moi, quand je commençais un peu à regarder un peu ce qui se dit à la télé, quand des gens parlent, c'est-à-dire autre chose que Goldorak Mhm. et le foot, eh ben Onfray était là. Donc franchement, j'ai suivi tous les épisodes en live, quoi. Et chose dont j'ai déjà témoigné, et qui pour moi ment rarement, parce que je suis un vrai viscéraliste, Mhm. plus que vitaliste, je commençais à trouver très charmant et séduisant le signifiant anarchisme. Il se trouve que ce signifiant lui était accolé. Mhm. Il se l'est accolé assez vite, ou il s'y est accolé, et moi, ça n'allait pas. C'est-à-dire que j'avais 15 ans, 16, 17, 21, 22, 23, 27. Je le voyais à la télé, je disais, non, non, je le sens pas. Pourtant, là, j'avais pas de prévention contre lui, puisque précisément, il se disait de gauche, plutôt à gauche. Euh, J'aurais dû le tenir pour un camarade. Mhm. En plus, être content du fait qu'il s'exprime à la télé, parce que c'était pas courant, les gens Mhm. qui s'accolaient à l'anarchisme à la télévision. C'est toujours pas courant d'ailleurs, mais à l'époque, pas beaucoup plus que maintenant. Mais non, 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 non. Sa gueule, ça n'allait pas. Son ton ressentimental, ça n'allait pas. Et quand bien même il se piquait d'hédonisme et tout ça, il faisait des livres sur la nourriture des philosophes, tout ça, que Bernard Pivot d'ailleurs adorait écouter, hein. Donc bon, c'était pas si subversif non plus, hein. Mhm. Sinon, il n'aurait pas été invité à Bouillon de culture. Ah, alors là, ouais, racontez-nous, donc oui, Spinoza aimait bien les crêpes, enfin, bon, c'était ça quand même un peu. Mhm. Bon. Moi, je le sentais pas. Donc après, je suis toujours resté à cette impression, et la suite l'a confirmé. Il n'a fait qu'actualiser ce qui était déjà là. Euh, Il y a un ressort fondamentalement ressentimental chez lui. Et ça, c'est pas possible pour un anarchiste. Et alors encore moins pour un Nietzschéen, qu'il ne se pique plus d'être, hein. Je veux dire, il a Mhm. longtemps, il a fait semblant, enfin bon. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une continuité onfréienne qui serait celle du ressentiment. Alors le ressentiment, à un moment, il s'est exercé beaucoup contre la religion. Ça a Mhm. été quand même ses premiers faits d'armes théoriques, et c'est ce qui lui a valu sa grande première popularité. Notamment son traité de l'athéisme, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, mais ça a été un best-seller chez les profs de gauche. Chez les Mhm. profs de gauche retraités, c'est-à-dire ceux qui venaient vraiment de l'époque très anticléricale Mhm. des profs. Mes parents sont exactement de cette génération-là, qui s'étaient eux-mêmes construits contre l'oppression, ce qui restait de l'oppression catholique dans les années 40, 50, 60, Mhm. et qui étaient très anticléricaux, et qui revendiquaient leur athéisme, parce que la religion, c'est l'opium du peuple, c'est dégueulasse, c'est vraiment de la manipulation. Et donc arrivait un philosophe qui reproclamait l'athéisme volontariste et prosélyte contre les curés, hein, Mhm. les curés que lui-même a subis, hein. Je veux dire, il a été dans une pension, il l'a dit lui-même, il a beaucoup subi la sévérité des curés, peut-être même a-t-il subi d'autres choses. Je ne sais Mhm. pas s'il s'en a expliqué, mais moi j'ai toujours un peu intuité ça. Bon, voilà, il démentira ou pas. Et donc voilà, donc il a la haine contre les curés, il parle à tout un tas de gens qui sont de gauche et pour qui la haine des curés c'est vraiment important, et de l'oppression catholique, etc. Et voilà, et c'est ça qui crée le malentendu d'un Onfray de gauche. Mhm. Mais moi, j'ai jamais considéré que l'athéisme, à part dialectiquement, soit en soi un ciment de gauche, quoi. Je veux dire, il y a plein d'athées de droite, hein. Il y a plein de... Je veux dire, ça suffit pas. Et alors après, il s'est beaucoup spécialisé dans la contre-histoire, etc., la contre-histoire philosophique. Mais là, c'est pareil. On pouvait très bien faire une contre-histoire de droite de la philosophie, hein, je veux dire. Mhm. Ouais. Et alors, après,
je finirai en disant, à mon avis, ce qu'il était dès le début intellectuellement, c'est un proudhonien, Mm. avec toutes les équivoques du genre, qu'on connaît bien. Toutes les équivoques du genre. Proudhon, fondateur de l'anarchisme français, peut-être, mais en même temps, n'est-ce pas aussi le grand défenseur des petits propriétaires? Est-ce que c'est pas le défenseur de la France terroir contre comment dire, les dégénérés ou les décadents de la France d'en haut? C'est un imaginaire assez droitier, ça, hein. Mm. Et Proudhon, c'est jamais très clair, et sans aller même chercher l'antisémitisme viscéral de Proudhon, sa misogynie crasse. Mm. Il y a eu, par exemple, il y avait un truc qui s'appelait les cercles proudhoniens au début du XXe siècle, et qui était animé par des gens comme Bernanos, qui ne se cachaient pas d'extrême droite à l'époque, Mm. hein, royalistes, etc. Bon, voilà, donc Proudhon, eh ben, toutes les ambiguïtés d'Onfray étaient déjà dans son proudhonisme fondamental, dans son anticommunisme viscéral, et de longue date. Il a toujours été anti-marxiste, il a toujours joué Proudhon contre Marx. Mais jouer Proudhon contre Marx, ça ne te situe pas forcément à gauche, hein. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste pour dire un truc. Voilà, pour moi, le socle, il est là, et ça mériterait examen, mais je pense qu'il y a une continuité, et il est vraiment devenu ce qu'il était. Mm. Après, il y a sans doute aussi des effets d'opportunisme. Je pense que si l'air du temps était un peu moins droitière, il serait peut-être un peu moins prompt à proclamer maintenant des trucs totalement d'extrême droite. Mm. S'il n'y avait pas des gens pour financer maintenant des médias d'extrême droite, je suis pas sûr qu'Onfray irait. Voilà, il est quand même chroniqueur régulier sur CNews, quand même. Mm. On en est là. Mais je terminerai juste sur les universités populaires. Bon, alors ok, si j'étais sage, je dirais respect, université populaire. Mais comme je suis pas sage, moi ça m'a jamais épaté, hein. Mm. Jamais, jamais, jamais. Une vraie université anarchiste, c'est pas ça. Parce que qu'est-ce qui se passait concrètement dans l'université populaire? C'était Onfray qui faisait des conférences, hein. Mm. Alors gratuitement. Mm. Mais bon, mais après, il était subventionné. Donc, je veux dire, non, mais par ailleurs, il s'en servait pour préparer ses propres livres. Je veux dire, comme font pas mal de Oui. profs de. Non, mais je veux dire, c'était pas non plus d'un dévouement. Moi, j'aurais fait pareil, hein, je veux dire, et ça fait pas de moi un altruiste. Si on m'avait donné une tribune comme ça, une fois par semaine, où je puisse monologuer Mm. et étaler ma science, étaler ma grande intelligence devant 600 personnes, quand même relativement du troisième âge, quand même en général, bon, je l'aurais fait, hein. D'ailleurs, je fais beaucoup moi-même de conférences gratuites, Mm. mais je le fais pas par altruisme. Je le fais parce que j'aime ça. Mm. Parce que c'est aussi des bons moments de frime. Mm. Bah oui, bah soyons honnêtes un peu, Oui. pour une fois. Mais ça peut être les deux. Et une vraie université anarchiste, c'est pas ça du tout. Mm. C'est vraiment celle qui décrète que n'importe qui peut apporter à n'importe qui. Et donc la tribune est partagée alternativement par tout un tas de gens qui viennent faire valoir leur savoir dans un domaine, leurs compétences dans un domaine, je veux dire, voilà, ou leur vue sur tel ou tel autre domaine, et puis on partage, et puis chacun a apporté à l'autre. C'est ça, une université populaire. C'est vachement plus dur à organiser, hein. C'est vachement plus dur. Mais là, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a rien comment dire, qui, dans l'existence même de cette université populaire, serait à mettre dans la colonne gauche de Onfray. Je veux dire, au contraire, on devrait plutôt relire à l'aune de sa fin, relire un peu l'université populaire. Lui, il a toujours raconté qu'il l'avait montée parce qu'il y avait Le Pen au deuxième tour. On a bien vu la consistance de son engagement anti-Le Pen. Bon, tout ça, c'est des histoires. Hein, c'est un bon frimeur, Onfray, c'est tellement génial, genre je vais créer une espèce de lieu de savoir contre l'obscurantisme qui vient de faire triompher l'extrême droite. Arrêtez de croire à ces récits-là. Soyez incrédules. C'est ça, pour moi. D'ailleurs, c'est peut-être ça, le tempérament anarchiste de base, c'est de dire, a priori, je te crois pas. A priori, je me méfie. Me raconte pas trop d'histoires, s'il te plaît. Ok. Très bien. Alors, on approche petit à petit de la fin d'interview. Je voulais quand même qu'on parle brièvement de Misère de la psychologie, le texte qui s'appelle Misère de la psychologie, dans lequel tu te focalises sur la tendance de certains éditocrates à vouloir ramener l'aspect psychologique du débat à une échelle individuelle. Là où l'échelle collective te paraît tout aussi intéressante, voire peut-être même plus. Est-ce que tu peux en dire plus un peu à ce sujet-là? Parce que je veux aussi relier ça à ce que tu disais plus tôt sur l'anarchisme, et notamment le fait que le collectif se compose d'individus et que l'anarchisme s'inquiète, se préoccupe de ces individus dans leur ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de problématique dans cette opposition au collectif des individus ou l'inverse, tu vois? Alors, c'est un chapitre que j'appelle interlude parce que c'est un chapitre qui est presque un méta-chapitre, c'est-à-dire c'est un chapitre sur ma méthode, sur ce que je suis en train de faire dans ce livre Psychologie. Alors,
Je vais un tout petit peu rectifier la façon dont tu l'as présenté. Mhm. Ce à quoi je m'en prends, ça s'appelle misère de la psychologie. C'est pour dire, attention, il y a un mauvais usage de la psychologie euh, quand on considère que la psychologie pourrait être une psychologie à vertu politique, c'est-à-dire rendre compte d'une situation. Euh, Ce que je vois beaucoup se développer chez les éditorialistes, chez les gens qui écrivent des tribunes, chez les gens qui font des billets, des Mm. billets, parce que c'est souvent ça quand même, les intellectuels médiatiques, ils font des billets, quoi, il faut des chroniques. Euh, Ils psychologisent les foules, Mm. ils psychologisent les collectifs. Et donc, j'en donne vraiment la grammaire pratiquement. Ils créent une espèce de psychologie abstraite. Mm. Alors aujourd'hui, on a perdu tous nos repères. Ça, c'est une notion psychologique, hein. On a perdu nos repères. On le dirait d'un individu. Il a perdu ses repères, bon, parce qu'il n'a pas de papa, pas de maman, pas de culture, je sais pas quoi. Non, mais la foule, alors je donne les sujets grammaticaux attitrés de ces gens-là, c'est l'époque, Mm. c'est aujourd'hui. Alors ils aiment beaucoup le ne plus aussi. Autrefois, on avait encore le sens de. Et maintenant, nous n'avons plus on n'a plus le sens de. Tout ça, c'est de l'abstraction psychologique, c'est-à-dire une psychologisation du collectif. À quoi moi j'oppose une collectivisation de la psyché, ou en tout cas une analyse collective de la psyché. C'est-à-dire, eux, ils psychologisent le corps social, moi je socialise la psyché individuelle. Mm. C'est-à-dire que je dis à quel point nos affects, notre psychologie est totalement traversée par des conditionnements sociaux, par des stimulations sociales. Eux, ils font tout le contraire. Ils prennent des groupes, c'est ça qui fait de la théorie à peu près, euh, et ils maintiennent tout ça dans une espèce d'anonymat. Ils ne nomment jamais les vrais agents. C'est-à-dire que je prends par exemple l'exemple sans le nommer d'ailleurs, mais peu importe, je vais le nommer maintenant, Christian Salmon. Mm. Christian Salmon, c'est quelqu'un qui revient tous les 4 ans avec un livre. Alors il a eu une espèce de tube il y a 15 ans, c'était le storytelling. Nous sommes à l'ère du storytelling. Mais c'est quoi nous? C'est quoi l'ère? C'est quoi? Moi, je fais pas de storytelling, donc qui en fait? Pourquoi? Dans quelles conditions? C'est-à-dire que menons des enquêtes un peu sérieuses sur les agents historiques et les agents de la situation. Soyons marxistes. Mm. Qui fait quoi? Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde, bon. Et donc là, on maintient l'espèce de but, ce qui permet de maintenir une espèce de pensée qui se voudrait systémique ou qui se voudrait un peu généralisante, comme y est tenu l'intellectuel pour passer pour un intellectuel. Mm. Un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui vous dit la beauté d'une tige de rose ou de jonquille. C'est quelqu'un qui vous donne l'état du monde. Et c'est Mm. comme ça qu'il gagne ses galons d'intellectuel. Et qu'à la télé, on l'écoutera religieusement quand il passera assez ce soir ou assez politique. Monsieur Salmon est en train de nous dire que c'est l'ère du. Alors après, il y a eu l'ère du clash. Mm. Oui, oh bah bravo. C'est pas l'ère du clash. Il y a des outils technologiques commercialisés par certains qui ont permis que se développent des logiques commerciales qui consistent à mettre en scène des clashs de sorte que je puisse avoir des vues sur YouTube, lesquelles vont me financer. Mm. Mais moi, je fais pas ça, moi. Enfin, il m'est arrivé de participer à des débats où ça clash un peu. Mais c'est pas je suis pas le commerçant du clash, moi. Donc, qui sont les commerçants du clash? Quels outils utilisent-ils? Etc. Soyons précis. Mm. Donc là, c'est ça que j'appelle la psychologisation des entités collectives. Là où il faudrait faire des analyses beaucoup plus précises, matérialistes, économiques, sociales, des phénomènes collectifs. Et évidemment, diviser toujours les choses, ne jamais en arriver avec ce truc genre genre l'époque, genre ah, mais maintenant, les gens sont comme si. Non, il n'y a pas les gens, il y a tout un tas de gens pris dans des affects et des intérêts différents. Enfin bref, je reviens au b.a.-ba. À quoi donc j'opposais, moi, la socialisation de la psyché individuelle. Tu crois être un individu, c'était vraiment c'est une pétition de principe antilibérale, hein, Mm. contre la monade libérale. Tu crois être un individu, tu n'es pas un individu, tu es parfaitement socialisé, tu es pris dans un système d'interdépendance, et donc te raconter, c'est raconter le système d'interdépendance dans lequel tu te trouves pris. C'est ce que je fais dans tout le livre. Mm. Voilà, sachant qu'au bout du compte, moi, mon horizon moral et politique serait que précisément on fabrique des individus un peu moins dépendants Mm. euh, des contextes sociaux dans lesquels ils évoluent. Alors je ne sais pas ce que ça voudrait dire qu'ils fassent faire valoir leur individualité profonde. Mm. Je ne sais pas si ça a un sens, mais au moins on peut un peu tendre à libérer l'individu de l'emprise sociale dans laquelle il est pris. Mais pour ça, il faut d'abord analyser tous les conditionnements sociaux qui le fabriquent, qui le façonnent. Mais vraiment, c'est ça. Je pense que pour moi, là, c'est
C'est misère de la psychologie appliquée aux foules. C'est redoutable. Et c'est vraiment le mode discursif dominant. Mm. Allume ta télé, allume ta radio, tu entendras toujours ces gens-là. Ces intellectuels ne font que ça. Et parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils n'enquêtent pas, ils n'élucident pas véritablement, encore une fois, les vrais agents, les vraies situations, qui opère dans quelle situation et au nom de quoi. C'est ça qu'il faudrait voir tout le temps, plutôt que de se planquer derrière des grandes entités génériques qui sont d'un creux. Moi, ça me désole que ces gens-là arrivent à épater leurs auditoires, parce que c'est tellement du vent, quoi. Intéressant, ok. Alors, rapidement, je voulais aussi qu'on embraye sur le texte Gêné pour eux, qui me paraît assez intéressant. C'est un peu le seul texte sur lequel j'ai une réserve dans ton analyse. En ce sens que, donc dans ce chapitre, pour résumer brièvement, tu décris une vidéo dans laquelle, donc c'est de la communication politique, c'est une vidéo dans laquelle un ministre va visiter en grande pompe un collège. J'imagine c'est un ministre de l'Éducation nationale, peut-être Blanquer ou quelqu'un comme ça. Alors, ça a été, je pense, les 3 mois où Gabriel Attal a été... d'accord. c'est Gabriel Attal. C'est Attal, Je d'accord. ne l'ai pas nommé dans le Non, fragment. il me semble pas. Quelle délicatesse de ma part. Bah là, on vient d'être indélicat, mais il s'en remettra. Oui, je pense qu'il s'en remettra. Ouais. 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 Bref, mais donc voilà, tu décris cette séquence qui est assez gênante parce que, en fait, c'est très mis en scène. Enfin, c'est de la communication politique. Voilà, donc dans ce qu'elle a de plus malaisant. Et il y a quelque chose. Tu parlais tout à l'heure d'ailleurs de la question de la sincérité. Tu mettais en doute en fait la pertinence de la question de la sincérité, particulièrement en politique. Et justement, moi, ce qui me paraît intéressant dans ce texte-là, c'est que, de mon point de vue, ce qui crée cette gêne chez toi, c'est que tu vois l'insincérité flagrante de Gabriel Attal dans cette séquence et que quelque part, en plus, il y a un côté sans gêne chez lui. Tu vois, alors c'est là où j'ai des raisons. Mais déjà, j'aimerais bien que tu réagisses à ça. Qu'est-ce que tu vois? C'est une bonne, alors peut-être pas exactement objection, mais en tout cas remarque. Et c'est bien, ça me permet de préciser. C'est bien. Ça, c'est les meilleures questions, c'est celles qui permettent de préciser. J'ai un certain goût pour le faux. Sinon, j'aimerais pas tant l'art quand même si j'assigne d'abord à l'art la fonction de dire le vrai, enfin en tout cas d'être juste, mais quand même, il y a aussi le déploiement des puissances du faux dans l'art, comme disait Deleuze. Et donc j'aime bien la fausseté assumée, j'aime bien l'illusion assumée, etc. Où je tique un peu plus, c'est quand effectivement, donc l'artiste est fondamentalement insincère, il produit un show, et nous savons bien que c'est un show. Alors après, dedans, il y aura des effets de vérité, mais je ne garde que le show pour l'instant. Ça me va, moi. Ce qui est chiant, c'est en fait, c'est pas tant l'insincérité en elle-même, c'est le contenu même de l'insincérité. C'est-à-dire, en gros, puisque c'est du spectacle, quel est le contenu du spectacle? Voilà. Et ce qui va me gêner beaucoup plus dans... par exemple, je vais prendre un contre-exemple. Mettons qu'il y ait une grève. Mettons que le leader de la grève, mettons que ce soit un cégétiste, par exemple, un cégétiste radical, pas complètement proche de la centrale, donc il est pour poursuivre la grève, et il prend la parole, il monte sur un tonneau, pour prendre vraiment une image un peu canonique, voire clichesque, et il va essayer d'haranguer ses camarades pour les convaincre de voter la continuation de la grève. Il fait du spectacle. Et il va même, à mon avis, dans son discours, il va mentir un peu. Il va forcer son enthousiasme, il va forcer son optimisme. Parce que c'est ça qu'il veut faire. Il faut qu'il convainque les camarades qui commencent à être un peu désespérés au bout de 2 mois de grève, qui commencent à avoir faim, qui commencent à vraiment geler un peu toutes les nuits où ils occupent l'usine. Et puis, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on a affaire à un gouvernement qui est bloqué. Donc, en fait, ils n'y croient pas. Lui, il faut qu'il fasse souffler l'optimisme. Donc, il va mentir un peu. Il va forcer un peu. Il va dire, non, mais on peut gagner. On peut gagner si on est tous unis. Il va faire ça. Et ce sera un peu du mensonge. Sauf que moi, quand je vais écouter ça, ça va m'aller. Ce spectacle me va, parce que je le trouve beau. Je trouve très beau un spectacle de quelqu'un qui sait bien que c'est peut-être un peu foutu, mais qui va tenter quand même une dernière carte, et qui va le faire avec la force de l'auto-persuasion ou de la persuasion tout court, la force de son enthousiasme. C'est une insincérité qui produit un spectacle qui m'émeut. Là, en fait, me gêne beaucoup plus dans la scène qu'on décrit, à savoir la visite d'un ministre de l'Éducation nationale le jour de la rentrée, dans une classe de collège, je crois, avec flanqué de ses quelques collaborateurs et aussi de la directrice, non, de la principale de collège et de quelques profs qui ont été désignés. Ce théâtre, c'est pas tant que ce soit du théâtre qui me gêne, c'est ce théâtre-là.
C'est ce théâtre des adultes, des enfants savants. En plus, je connais ça par cœur, évidemment. J'ai vu les dessous de la machine quand j'étais prof, par exemple. Enfin, je pense que tout le monde est à même de les comprendre. Évidemment qu'on a bien briefé 3 élèves pour qu'ils posent une question au ministre et qu'ils soient comme ça devant lui. Et lui, évidemment, va leur poser des questions un peu collégiales, auxquelles ils vont répondre. Alors, vous êtes content de rentrer en classe? Oui, oui. Enfin, le contenu du spectacle est Mm. horrible. Parce que par ailleurs, il est autoritaire, républicain, enfin à peu près tout ce que je déteste, je veux dire, dans ce temple de l'autorité qu'est l'école, enfin, cette espèce de jeu de dupe, en plus de spectacle de la docilité de ses enfants, ce qui évidemment ne peut pas m'aller. Euh, le spectacle de cette prof qui serre les fesses quand un enfant prend la parole en espérant qu'il répète bien la question qu'ils ont répétée la veille. C'est du mauvais faux. Mm. Et c'est profondément gênant. Et donc, je suis gêné pour eux puisque c'était l'objet. Mais tu vois, tu m'as forcé à. Tu m'as poussé dans mes retranchements et tu as bien fait. Je- Pour préciser que c'est pas tant le spectacle et le caractère spectaculaire et un peu artificiel qui me gêne, c'est vraiment quel spectacle tu produis, quoi. Je veux dire, Mm. Et ce spectacle-là, qui est le spectacle que j'appellerais républicain, pour reprendre leur mot préféré, c'est vraiment, pour moi, c'est une catastrophe, quoi. Mm. Voilà. Ok, donc effectivement, c'est pas leur insincérité en soi qui est Non, problématique. non, parce que besoin. La politique, d'ailleurs, a toujours besoin. C'est-à-dire que c'est pareil. Monsieur Salmon ou d'autres nous diraient: Ah, maintenant en politique, règne le faux, règne le spectacle. Mais les Grecs aussi. Mm. Périclès était un grand orateur et c'est à ce titre-là qu'il était respecté. Mm. Il avait de la rhétorique, il avait un art oratoire qui en passait sans doute par quelques ruses verbales, par quelques séductions. La politique n'a jamais pu se départir, et peut-être que c'est tant mieux, d'une sorte de jeu avec le spectacle. C'est à qui sera le plus séduisant, le plus convaincant. Ce qu'on voit dans n'importe quelle réunion politique ou dans n'importe quelle collégialité délibérative. Je veux dire, oui, bien sûr, c'est toujours un peu les beaux parleurs qui s'en sortent Mm. ou les belles parleuses, sachant que les beaux parleurs sont plus nombreux. Et c'est aussi un problème aussi d'égalité homme-femme, d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce il y a eu toujours une tolérance à la parole publique chez les hommes, beaucoup plus qu'à la parole publique féminine. Donc, Mm. il y a des choses à rattraper. Mais oui, ça marche toujours un peu comme ça. Et donc, après, ça dépend, quel spectacle. Moi, ça me frappe beaucoup, si tu veux. J'ai un rapport très érotique aussi à la politique. Je l'ai souvent dit, mais ce qui me tiendra toujours un peu en compagnonnage de l'anarchisme, c'est beaucoup d'idées, de principes, d'humeur, de tempérament, mais c'est les grandes figures, les grands existants qui ont Mm. porté cette idée ou qui ont été portés par cette idée. Je veux dire, quand je suis un peu déprimé, je pense à Emma Goldman, à sa vie, à son courage, à sa fraîcheur, à sa joie, malgré tout, Mm. malgré tous les obstacles qu'on lui a mis devant pendant toute sa vie et tous les malheurs qu'elle a essuyés. Mm. Donc ouais, je pense que il faut accepter cette part que j'appelle érotique de la politique. Il faut l'accepter. Elle est aussi ce qui continue à ancrer la politique et les mots dans quelque chose d'un peu concret, finalement, Mm. contrairement à ce qu'on pourrait croire en première intuition. Mm. Ok, très bien. On approche vraiment de la fin, on y est presque, mais j'avais quand même une question qui était encore spécifique à un dernier texte, qui est le dossier Greg, qui raconte voilà, une ancienne amitié avec donc ce personnage de Greg, qui en fait, moi je l'ai un peu rapproché de l'histoire de ta bêtise et de notre joie, parce que finalement, les atomes crochus que vous aviez étaient, à mon sens, c'est ma lecture en tout cas, basés sur une forme de malentendu. C'est-à-dire que finalement, euh, comme tu le décris très bien dans Notre Joie, ton discours critique d'une certaine bourgeoisie progressiste, entre guillemets de gauche, est séduisant aux oreilles de gens qui n'aiment pas cette gauche-là pour des raisons très différentes de toi. Euh, J'aurais bien aimé savoir ce qui t'avait rendu si sensible à... On va évacuer le côté, le dossier Greg et tout ça, et les contradictions internes à ce personnage-là. J'invite les gens à lire le livre si ça les Oui, intéresse, très ou, très bonne recommandation. ou à lire Notre Joie aussi, parce que c'est très lié. Mais j'aurais bien aimé savoir ce qui t'avait rendu si sensible à ce peuple bourgeois, et ça, je remercie Jocelyn pour cette question qui est, à mon avis, très pertinente. Donc c'est quand même comment dire, une démographie qui est très présente dans nos médias et qui est présente aussi dans notre classe politique. Pourquoi tu as cette critique si facile de cette démographie-là, pardon. Est-ce qu'il y a une peur quelque part d'être aspiré par ce milieu-là? Parce que c'est un milieu que Hmm. tu as, par certains aspects, fréquenté à certaines périodes. Ouais. D'abord, quand même, petit compliment.
tu fais tout à fait bien de situer le texte qui s'appelle le dossier grec dans la continuité de Histoire de ta bêtise, notre joie, etc. C'est très bien vu de ta part. Enfin, je veux dire, c'est pas si évident. Moi, c'est un de mes textes préférés parce que je trouve qu'il y a un boulot d'enquête socio-psychologique qui est pas dégueulasse, quoi. Mais laissons Greg de côté. Oui, bah, non, non, mais je pense que tout est toujours mélangé dans ces affaires, tout est toujours un peu trouble. Je pense que je m'en suis déjà expliqué parce que s'il y a bien un truc dont j'ai jamais peur, c'est bien de ça. Je veux dire, moi, jamais je me prétendrais vierge de tout affect bizarre Hmm. ou de toute stratégie sociale un peu malicieuse. Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai constitué la bourgeoisie, à un moment dans quelques livres, notamment sur l'établissement, mais après quelques autres, et puis encore un peu maintenant dans psychologie, et puis oui, dans quelques productions. Je crois que tu as dit un peu l'essentiel, c'est d'abord, elle est omniprésente, cette classe. Je veux dire, et voilà. C'est-à-dire qu'elle est partout. Hmm. Puisque, alors, elle est très minoritaire, mais comme elle a du pouvoir, elle s'impose, elle peut dire qu'elle s'impose beaucoup médiatiquement. Je veux dire, Hmm. elle est dans les sphères de pouvoir et donc dans les sphères de pouvoir médiatique. Donc, bon, je veux dire, on la voit, quoi. Elle est visuelle. Donc, on allume sa télé, hop, on est dessus. Voilà. Et on allume sa radio, hop, on est dessus. Bon. Et puis, on ouvre des journaux, on tombe dessus aussi, bon, etc. Donc là, il y a déjà ça. C'est-à-dire qu'elle s'impose à toi, et par ailleurs, elle est quand même celle qui contrôle un peu la société. Hmm. Euh, je dis ça pour aller un peu vite. Bon, bah donc si tu veux rendre compte de l'état de la société, il faut absolument que tu en passes par la classe qui la dirige. La classe dirigeante, quoi. Bon. Alors ça serait un petit peu, effectivement, la motivation vertueuse. Après, on va rentrer dans des choses que tu as déjà pointées, hein, mais donc je vais aller dans ton sens. Il se trouve que j'ai eu affaire à la bourgeoisie. Alors, j'ai eu affaire à la bourgeoisie aussi parce que précisément, elle s'est imposée à moi, d'une certaine manière. Parce que, notamment, si tu veux, un peu, moi, j'ai décidé d'évoluer enfin, décidé. Je me suis retrouvé à évoluer dans le champ culturel et c'est mon gagne-pain. Et ben, dans le champ culturel, je l'ai vu dans tous les coins. Hmm. C'est-à-dire que bah, les éditeurs, en général, sont quand même pas des gens issus du prolétariat, y compris celui qui s'appelle Gallimard, mais enfin, les éditions verticales appartiennent à Gallimard. Bon, Gallimard fait quand même un boulot. Je profite beaucoup de la puissance de frappe de Gallimard. Hmm. Et globalement, mes rapports sont très courtois avec les éditions Gallimard. Il n'en reste pas moins vrai que bon, bah, je dois composer un minimum avec ces gens. Je les crois, je les vois un petit peu, pas beaucoup en fait. Et puis ça a été un peu la même chose dans le cinéma, où j'ai un peu zoné dans le cinéma ici ou là, de telle ou telle manière. Bon, bah, là plus encore, dans l'affaire des producteurs. C'est le producteur qui va décider que ce Hmm. film pourra exister ou pas. C'est le producteur qui a un peu le final cut, en tout cas dans un premier temps, sur le scénario. Et moi, j'ai beaucoup travaillé plutôt comme scénariste et surtout comme co-scénariste. Bon, là, j'ai vraiment eu affaire à la pensée bourgeoise. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, j'étais leur prolétaire. Hmm. J'étais leur prolétaire. Donc, on peut toujours, effectivement, à bon droit, dire que j'occupe une position sociale qui est relativement privilégiée. Je ne m'en suis jamais caché. Je rappelle juste que ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, bref. Mais il n'en reste pas moins vrai que, par moment, je me retrouve en position de prolétaire par rapport à certains décideurs bourgeois, puisqu'ils détiennent l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir de vie et de mort sociale sur moi dans telle ou telle situation. Par exemple, je viens de coécrire un scénario, nous nous en remettons à un producteur qui, lui, va dire « Ok, je vous donne 100 000 pour le faire, puis on va aller chercher de l'argent dans les guichets divers. » Et puis, à un moment, il dit non. Et il dit non parce qu'il trouve que le film n'est pas assez réconciliateur. Hmm. Ah, comment ça réconciliateur? Mais pourquoi la bourgeoisie tient tellement à la réconciliation? Et hop, il y a des pages Hmm. d'histoire de bêtises là-dessus. J'ai eu affaire à eux dans le monde de la critique de cinéma, qui n'est pas un monde très très bourgeois, hein, un monde très précarisé et très prolétarisé d'ailleurs, mais quand même un peu. Hmm. Voilà, puis j'ai croisé, à un moment je faisais des émissions culturelles à la télé, donc là forcément il y a quand même... Donc oui, je les avais, et là pour le coup je pouvais lier amitié avec eux, hein, ou en tout cas camaraderie, jamais très durable, mais quand même un peu camaraderie. Et puis bah, je les entendais parler, je voyais leur goût, et là je me sentais très en porte-à-faux. Donc bon, voilà, à la fois je les subissais, je les observais, et moi je voyais bien qu'il y avait quelque chose, il y avait comme un hiatus, quoi. Et c'est à partir de tout ça que j'ai fait Histoire de ta bêtise, puis quelques petites productions antérieures. Donc là, bien sûr qu'il y a quelque chose de l'ordre. Alors après, pour en arriver peut-être au point, est-ce que en écrivant Histoire de ta bêtise, pour ne parler que de celui-là, mon but était vraiment définitivement, c'était un but distinctif, hein, je l'ai au sens bourdieusien, vraiment, une stratégie sociale de je ne suis pas comme eux. Hmm.
Ne me prenez pas comme un bourgeois. Si jamais vous avez cru que j'en étais un, voilà, je tiens à dire à quel point je ne le suis pas. Et donc, je vais faire un livre particulièrement virulent pour dire à quel point il y a toi, puis il y a moi. Tu. D'où le tutoiement, tu n'es pas moi. Et peut-être qu'il y avait ça comme ressort, peut-être qu'il y avait l'envie de dissiper le malentendu, ou peut-être de le dissiper à mes propres yeux, de me distinguer à mes propres yeux, parce que je sentais que peut-être j'étais un peu bourgeois. Ouais, je laisse la porte ouverte à ce genre de truc. Après, je pense que c'est méconnaître deux ou trois trucs dans ma vie quand même. C'est-à-dire que je ne suis pas né à 47 ans quand j'ai écrit Histoire de ta bêtise. Euh, D'abord, j'ai été dans un milieu classe moyenne intellectuelle. Hmm. Petite bourgeoisie intellectuelle, si on veut. Bon. Communiste, pas très bourgeois dans l'âme quand même. Hein. Hmm. C'était quand même vacances en camping, voilà, tout ça quoi. Et franchement, oui, c'est le contexte n'était pas, sauf le confort, était vraiment pas bourgeois. Hmm. Ni idéologiquement, ni en termes d'habitus, ni en termes d'éthos. Bon, bah moi je grandis là-dedans. Donc ça fabrique un petit communiste. Et puis après, bah, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais faire de la musique, je vais faire du punk rock. Donc là, le punk rock, je veux dire, ça sent la bière quand même. Là, c'est quand même pas Hmm. très bourgeois non plus. Non, pas trop. Bon, nous, on était étudiants hein, quand on faisait. On n'était pas des précaires punk à chiens. Mais d'abord, étudiants, c'est pas non plus une condition. Étudiants en psycho, en sociaux, en français, c'est quand même pas la fête de l'élite, quoi, tu vois. Je veux Hmm. dire, on se vivait, nous, plutôt comme des déclassés et comme des gens qui avions peu d'avenir, si c'était l'enseignement. Mhm. Avenir qui était même lui-même pas exactement bourgeois. Moi, je n'ai jamais été aussi prolétaire qu'en tant que prof. Hein. Donc bon, voilà, tout ça, quoi, tu vois, le punk, l'enseignement. Bon, bah après, moi, j'arrive à 35 ans, je commence à publier à 32. Là, j'ai un petit succès avec mon premier livre, ça s'appelle Jouer juste. Donc là, ouais, je commence à gagner un peu ma vie, et puis j'écris au cahier, tout ça. C'est pareil, les cahiers, vous savez combien c'est payé la pige? T'es pigiste, donc j'imagine pas trop. C'est hyper sous-payé, c'est rien, quoi. Hmm. Personne vit des cahiers du cinéma, quoi. Hmm. Après, symboliquement, en termes de capital symbolique, c'est quelque chose. Et encore, qui a vraiment de l'estime symbolique pour les cahiers du cinéma? Donc, je ne suis pas en train de me défendre de quoi que ce soit, Non, mais non, bien sûr. Mais t'as pas la même vie que. oui, mais ça fait très très longtemps quand même que mon corps a définitivement acté que j'étais quand même pas super bourgeois, quoi. Ni dans ma condition, et alors vraiment pas du tout dans mon tempérament. Hmm. Donc, je ne pense pas que le ressort fondamental d'Histoire de ta bêtise ait été ne me confondez pas avec ces cons. Enfin, je crois pas. Après, encore une fois, on n'est peut-être pas forcément le meilleur analyse de soi-même, Bien sûr. surtout pour ces trucs obscurs. Donc, je veux bien laisser Hmm. dans le composite affectif qui a fait que je me suis mis à ce travail, qui était d'ailleurs une commande. Donc, c'était pas non plus une nécessité complètement Bien viscérale de sûr. il faut que je règle mes comptes avec la bourgeoisie, c'est-à-dire avec moi-même. Hmm. Mais je veux bien admettre que quiconque veut absolument marquer une opposition avec quelque chose est sans doute en train de faire l'aveu Hmm. qu'il a plus à voir avec cette chose qu'il ne voudrait bien l'admettre. Hmm. J'entends très bien ça. Je trouve que ça, c'est de la psychologie, j'allais presque dire bégodienne. D'accord. Et, auquel cas, j'y adhère. Ok, très bien. Alors j'ai quelques questions bonus, mais qui vont prendre vraiment 2 minutes, ça sera très court. On t'a préparé un truc très combinien pour prendre exemple sur un média bien bourgeois, justement, Ouais, avec des choix, tu sais, tu préfères, tu auras 2 choix à chaque fois. Mais waouh. avant ça, je voulais quand même que tu nous parles, parce que comme je l'ai dit en début d'interview, j'ai toujours un livre de retard, donc j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de ton dernier roman qui est paru, je crois, le mois dernier, qui s'appelle Désertion. Donc c'est un roman, c'est pas un essai. Ouais. Donc tu renoues avec le romanesque. Est-ce que tu peux nous parler de Désertion un petit peu? Bah, plus ça va, plus moins pour moi. J'ai longtemps marqué une différence nette entre les essais et les romans, et plus ça va, Non. plus mes essais ressemblent à des récits, et plus ils ressemblent à mes romans. D'une certaine manière, on pourrait dire que Désertion est un psychologie en un seul fragment qui fait 250 pages. Et le cas étudié, c'est un cas. Moi, je prends toujours un peu les gens pour des cas. C'est le grand mot de Nietzsche, ça aussi, hein, le cas Wagner. Et Mm. il voulait faire entendre aussi, tu sais, quand on dit un cas médical, quoi. Mhm. Parce que pour lui, Wagner était malade. Mm. Et il était en train de répandre une maladie, la décadence, sur l'Occident. Donc il y a des cas. Moi, je le prends dans une acception moins pathologique. Et mon cas, là, en l'occurrence, c'est un certain Steve, qui est un jeune homme, classe moyenne basse, et qui zone un peu dans sa vie, se fait chier, très déscolarisé, subit beaucoup de violence à l'école et subit beaucoup de choses, bon, et se retrouve un peu indécis sur la raison pour laquelle il existe. Mm. Et il se trouve que ce Steve va se retrouver en Syrie à combattre aux côtés des Kurdes contre l'État islamique,
contre toute attente. On pourrait dire contre toute détermination, c'est une espèce de grand saut comme ça, d'un lieu à l'autre. Alors, par l'aspiration d'un frère, Mhm. c'est quand même le frère qui est le premier élément déclencheur, qui lui a d'autres motivations. Et donc, mais tout le livre s'est construit autour de l'étude, de l'enquête pratiquement. Je suis pas à pas mon Steve, parce que moi j'ai un rapport très empathique à mes personnages de roman, quoi. Je suis vraiment avec eux, je les quitte pas. Je me considère comme un compagnon de mes personnages. Je Mhm. les accompagne avec beaucoup d'émotions dans le cas de Steve, qui est un personnage qui me touche beaucoup. Et ben ma foi, on enquête, quoi. On essaie de disposer tout un tas de choses. Mais qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui fait qu'il va là-bas, qu'est-ce qui fait qu'il revient, qu'est-ce qui mobilise quelqu'un, quoi. Quel est le ressort. Donc voilà, bah, tu vois, je pourrais t'en parler de mille manières, mais puisqu'on parlait de psychologie aujourd'hui, bah, écoute, je te propose ça. Très bien. C'est psychologie, mais en 250 pages, quoi. Très bien. Et c'est paru chez? Ah bah, toujours les éditions verticales, comme tous mes romans, donc chez Gallimard, donc. Ok, très bien. Alors, pour conclure, j'ai quelques questions bonus. Comme je t'ai dit, c'est vraiment des choix à faire, du tac au tac. Edoui Plenel ou Mélenchon? Un Mélenchon, Ok, bah quand même. je pose la question. Marx ou Proudhon? Marx. Nietzsche ou la morale? J'ai le droit d'ajouter 3 phrases, là, T'as parce le que droit ça, c'est un d'ajouter peu des choses. dégueu, là. C'est un peu Non, dégueu. là, waouh, ça me paraît... Hmm. Nietzsche, pour moi, est l'antéchrist, donc c'est pour ça que je pose la question dans Ouais, ces c'est termes. l'antéchrist, mais comme tous les moralistes, Nietzsche déconstruit la morale, mais en même temps propose une autre Mhm. morale qu'il appellera supérieure. Moi, je l'ai toujours dit quand je tournais autour de Comme une mule, qui, comme ça, essayait de discuter avec les ressorts moraux fondamentaux et refaire sa généalogie de la morale à sa manière. Je dis, mais je ne connais pas de créature qui ne soit pas morale et qui n'ait pas sa petite fabrication de morale, et j'en ai une. Donc moi, je n'opposerai pas Nietzsche à la morale, quoi. Mm. Mais si on entend par morale cette espèce d'exercice du ressentiment qui dit pas son nom, Mhm. c'est-à-dire un règlement de compte avec la vie, alors je suis complètement du côté de Nietzsche, oui. Ok. Maradona ou Zizou? Ça, c'est dur. Ouais, je savais que ça te poserait problème, cette Non, question. non, quand même, si, en fait, c'est pas dur. Parce que sur le strict talent et génie, j'aime les deux. Mhm. Footballistiquement, la personnalité, alors là, Maradona est très au-dessus. Oh, waouh. Ok. Zidane, non, mais je dis Zidane, je pourrais le regarder des Ah, heures mais... jouer. C'est un des joueurs les plus élégants du monde. Mhm. Mais sa personnalité est totalement inintéressante. Alors que Maradona, c'est un personnage de roman. Pour moi, c'est le genre d'existant qui me tient en vie, quoi. C'est exceptionnel, Maradona. Pas de problème. En commentaire sur YouTube, vous mettrez si d'échéance de nationalité ou pas pour François. Mais non, mais dis pas ça, je vais encore me prendre une sauce, moi. Mais Oh, non, bah mais allez. non, t'inquiète. Ok, on enchaîne. J'en ai encore 4. Pascal Pro ou Léa Salamé? Bah, Pascal Pro. Ok. Il est beaucoup moins. Je pense que pour tout le monde, Pascal Pro est clairement ce qu'il est. Hmm. Léa Salamé, j'ai l'impression qu'il y a encore une petite imposture, hein. Hmm. On entend même encore de temps en temps qu'elle est de gauche. Ah bon? Alors que franchement. Oh non, non, ouais, bah, On alors entend là. ça chez Pascal Pro. Ah oui, par exemple, Oui, mais pas que, pas que. Oui, oui, oui. Non, non, ok. mais après, il faut toujours se demander avec qui on dînerait, avec qui on trouverait que la conversation serait la plus intéressante. Hmm. De loin, Pascal Pro. Ok. Quentin Dupieux ou Bruno Dumont? Dumont, mais. Alors là, mais c'est quoi ces dilemmes quand sont pas, là? Tant mieux. Mais il y en a qui sont simples, il y en a qui sont complexes. Ouais. Punk in Drublic ou Pump Up de Valium? Ce sont 2 albums de NoFX. Punk Hydraulic, j'ai toujours dit que c'était le meilleur album de tous les temps, donc il est aussi le meilleur album de NoFX. Non, Pump Pump, pour moi, c'est déjà du post-NoFX, déjà. Ok. C'est le meilleur album post-NoFX de NoFX. Mais pour moi, ils récitent à ce moment-là. Ils récitent ce qu'ils ont mis en place dans les années 90. Ils le récitent magnifiquement, avec quand même 4 ou 5 morceaux dans Pump Pump que je trouve extraordinaires. Notamment Fine Girl It's Monday, Hmm. qui est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Ok. Mais moins. Mais c'est dans Punk in Republic qu'ils inventent NoFX, quoi. Hmm. Ok. Et dernière question, Fat Mike ou François Bégodeau? Bah, ça dépend pourquoi. Par exemple, tu vois, pour la basse, Hmm. pour le jeu de basse, moi je prends Fat Mike, hein, pas Hmm. François Bégodeau. Mais pour écrire un bouquin, peut-être pas Fat Mike. Pour essayer de comprendre pourquoi Antoine Filias, jeune écrivain émergent depuis quelques années, romancier, est un très grand styliste,
je m'en remettrais plus à François Bégodeau qu'aux analyses de Fat Mike. Donc il y a quand même des domaines où je peux un peu dominer mon idole. Ok, très bien. Bah écoute François, merci beaucoup. Je recommande encore une fois la lecture de ce bouquin Psychologie qui m'a beaucoup plu. Merci d'avoir accepté cette interview et à une prochaine. Merci à toi. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez le soutenir, vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et YouTube, ou même simplement le partager à vos amis et vos proches. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur mes pages Patreon et Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est grâce à vous que ces vidéos peuvent continuer à exister et se pérenniser.